Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un petit récap de ce qui s'est passé à l'UFC Paris, en compagnie de plusieurs personnes, dont un invité spécial. Il s'agit de TFS, The French Savagery. Comment ça va? Attends, je me retiens. Vas-y, concentre-toi, vas-y. On va y arriver. Je crois le problème, Ça va c'est moi, la vérité. Ça va très bien, merci. Ça fait 12 fois on l'a refait. Ouais, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Très heureux d'être là chez MMA Propagande. Ça fait plaisir. Et nous sommes aussi avec Mounir. Mounir qui est dans des conditions très particulières, professionnalisme. Comment ça va, Mounir? Ça va et toi? Tout le monde va bien? Ça va nickel. Mystic Matt, t'es là aussi? Impeccable, hein. Prêt pour un podcast, je pense, très, très mouvementé, on va dire. Incroyable. Bon, déjà, il y en a quelques-uns d'entre nous qui étaient là à l'UFC. TFS, t'étais sur place? Ouais, j'étais bien placé, catégorie 1, pas loin, 15-20 mètres de la cage. Ouais, Ok. donc j'étais sur place, ouais. Ok, c'était bien? Ouais, c'était incroyable. L'ambiance? Incroyable. Ouais, ambiance de fou. Pas dès le début. Ça a mis un peu de temps quand même à se remplir, mais ouais, non, l'ambiance, non, c'est n'importe quoi. Non, j'ai jamais vécu ça. C'est vraiment, vraiment n'importe quoi. C'est vraiment spécifique à la France quand même, hein. Après, l'Angleterre aussi. On a vraiment ça. Je pense que c'est la culture football aussi, mais ouais, le public français, il est vraiment, vraiment chaud. Et tu t'attendais à ça au vu de ce qu'on a dit de l'UFC Paris 1, UFC Paris 2? Ben non, parce que je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé sur la carte, en fait. Je pense que c'est ça qui a fait encore plus, tu vois. Donc, c'était une belle carte, on savait, mais au vu des événements, c'était encore pire. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas à voir ce que Faresiam allait faire. Et du coup, ça a créé un moment, un moment de fou. Derrière un Morgan Charrière. Après, tu as l'ascenseur émotionnel avec BSD Moïcano. Donc, ouais, c'est une soirée quand même. Je m'attendais à ce qu'il y ait une ambiance de fou, mais pas à ce qui se passe sur la carte. Du coup, ben, ouais, c'est encore pire, quoi. Ouais. Et pour toi, l'ambiance, elle a commencé à partir de quel combat? Ouais, l'ambiance, elle a commencé à partir de Taylor, hein, ça a commencé à faire du bruit. Mais vraiment, vraiment, quand Faresiam il est arrivé, ouais, ça a fait vraiment une diff. Quand Frévola, Aziam il est arrivé, là, vraiment, ça y est, la soirée, elle était lancée, tu vois. Ouais. Moi, je peux témoigner de ce que j'ai vu l'année dernière, donc pour l'UFC Paris 2, et quand BSD est arrivé au milieu de la cage, c'était incroyable. Il y avait un truc spécial, quoi. C'était vraiment... Tout le monde était une forme de communion bizarre, là. Franchement, l'ambiance était incroyable. Même Taylor, l'année dernière, c'était pas mal quand il est C'est vrai, arrivé sur c'est vrai, absolument. I'm Coming Home, là. C'est vrai. Ouais, franchement, c'est cool. Bon, on va commencer justement par parler de... Bon, on va parler de Nora Cornol. Bon, voilà, on va se focaliser sur les Français. Bon, petite déception, Nora Cornol, un combat qui s'est mal déroulé. Mounir, tu suivais ça un peu? Ouais, j'ai regardé son combat, j'ai regardé le combat, j'ai trouvé plutôt bonne au premier round. D'ailleurs, je pense qu'elle elle prend le premier round. J'ai pas vu le scoring des juges. Mais de mon scoring personnel, il me semble qu'elle prend le premier round, mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième round. Peut-être un surplus émotif qui a fait qu'elle a complètement lâché le combat. Elle n'était plus du tout concentrée, plus du tout dedans. Et au troisième, il me semble, elle a fait un truc bizarre où elle se retourne vers son corner. Et j'ai même l'impression qu'elle les réprimande. Elle les réprimande ou elle leur dit quelque chose. Et c'est là je me suis dit, l'impression que j'ai eue au deuxième, je pense qu'elle se confirme au troisième. C'est dommage, hein, parce que le premier round, elle a proposé vraiment quelque chose d'intéressant. Et si on parle vraiment en termes de skills, elle avait les skills pour battre Cavalcante. Elle avait les skills pour la battre. C'est juste que malheureusement, quand le mental ne suit pas, les skills, elles sont pas très, très utiles. Je pense que le travail à faire à l'avenir, il sera surtout au niveau mental. Parce que le bagage technique, elle l'a. Elle a un KO Power, elle a le bagage technique, elle a de l'expérience parce qu'on dit qu'elle a 8-2 en MMA, elle a une grosse carrière en Muay Thai avant. Je pense qu'il y a un travail psychologique et mental à faire pour qu'elle soit concentrée à 100% de la première à la dernière seconde. Tu crois que le fait que c'était contre une adversaire qui l'a déjà battu, ça a joué dans son implication émotionnelle? Après, oui, et pas que, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Elle ouvre la carte, c'est elle la première qui rentre, qui ouvre la carte. Enfin non, française, chez les Français. Il y avait
Boladioki Ok. avant. Ouais. Mais chez les Français, c'est elle qui ouvre le bal, alors qu'année dernière, c'était Zara Fern. C'est une pression. C'est toi le premier Français à entrer en lice. Et chez toi, elle a Paris. Elle vient de Vitry, il me semble. Je sais plus, bref, elle vient de la banlieue parisienne. Elle est chez elle. Elle est devant son public. Ça, t'as un sacré poids sur les épaules, hein. Et je pense que ce poids-là, elle a eu du mal à le gérer et à le mettre à profit dans la cage. TFS, sur place, tu as eu cette impression? Tu as eu l'impression qu'elle n'a pas géré mentalement ce qui s'est passé? Ouais, c'est la première impression que j'ai eue, c'est sur plus d'émotion. Elle est arrivée déjà avec les larmes aux yeux. Ouais, trop gros, ouais, beaucoup de pression. Et ça vient aussi du fait que bah, c'est une revanche. Elle affronte une fille qui l'a déjà battue. Donc ça, c'est compliqué aussi à aborder un combat contre quelqu'un qui t'a déjà battu. Et en plus, c'était hors UFC. Donc toi, tu vas à l'UFC, l'autre, elle arrive à l'UFC. Tu vois, tu as un peu ce truc genre, ouais, Adesanya Jiri, tu vois. Adesanya, pas Jiri, Adesanya Pereira. Tu vois. Pereira. Ouais, elle m'a battu, elle est en dehors de l'UFC. Là, elle vient à l'UFC encore. Tu vas me chercher, prendre mon spot. Il y a un flow un peu comme ça, tu vois. Donc, non, beaucoup de pression. Je pense qu'elle était submergée par les émotions. Et moi, je regarde le combat, mais pour moi, dans l'ensemble, elle n'est jamais vraiment rentrée dans son combat, en fait. Elle est restée à l'extérieur. Elle a eu des problèmes de distance. Et oui, à un moment, elle parle à son coin, je crois, parce qu'elle n'arrive pas à les entendre, parce qu'ils parlent tous en même temps, je crois. Donc c'est pour ça qu'elle leur gueule dessus, parce qu'elle n'arrivait pas à les comprendre. Et je crois Ouais. que c'est ça, en fait. Donc, ouais. Ah, c'est sûr que là, le public, pour les combattants français, enfin, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. C'est à la maison, grande salle, ça crie dans tous les sens. Ça doit faire quelque chose. Mathéo, est-ce que tu as un truc à rajouter sur ça? Ouais, non, non, pas comme un peu le dire TFS, ouais, on l'a pas vraiment vu rentrer dans le combat. Je pense que même elle perd quasiment les 3 rounds de sûr. Je comprends pas trop la décision partagée. Et même à la fin, enfin, son coach et elle avaient l'air sûrs d'avoir gagné. Donc ça, j'ai pas trop compris non plus. Je sais pas si c'était sur le moment peut-être où ils essayaient de s'auto-persuader, mais pour moi, enfin, la décision elle est très claire. Et sinon, ouais, c'est bizarre. J'aurais peut-être préféré. Enfin, je m'attendais à ce qu'elle cogne plus et qu'elle fasse un peu plus de clinch, tout ça, qu'elle colle un peu plus, qu'elle essaye même de faire peut-être un peu de préhension, même si c'est pas son domaine, parce qu'elle était vraiment submergée par Jacqueline. Donc, ouais, non, c'est un peu triste. Donc, j'espère qu'elle reviendra bien pour son prochain combat. Ok. D'ailleurs, je viens de regarder, effectivement, selon les juges, elle a gagné le premier round. TFS, pour toi, dans les prélims, c'était quoi le combat qui a mis le plus le feu, le pic des prélims? Rappelle-moi, il y a il y avait Taylor, il y a Nora, il y a quel autre Français encore en prélim? Parce que moi, sur moi, Oumar, C'est Oumar. Oumar, oui. Ouais, bah, ouais, non, Taylor, quand même. Ouais. Je pense quand même Taylor, parce qu'il a vraiment baladé, son adversaire. Il a dominé facile, D'ailleurs, quoi. on va parler de ce combat maintenant. Ouais, globalement, c'était une domination de Taylor, c'était une perf. Est-ce que tu crois qu'il a réussi à vraiment convaincre avec ce combat? Parce Non, qu'on bah, disait qu'il aurait fallu un finish pour lui, pour vraiment marquer son nom. On disait ça dans la preview. Maintenant que c'est fait, il a fait une domination, mais une domination à la décision. Est-ce que tu penses que ça va suffire? bah non, en fait, bah, il a fait du Taylor. On s'attendait tous à ce qu'il gagne. C'est un mec qui arrive en short notice. À la base, on devait avoir un Felipe Lima. Donc, c'est pas un petit short notice, hein, de quelques jours, mais quand même. Donc, non, en fait, quand tu as ce que tu attendais, bah, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de finish. Il fait du Taylor. Donc, voilà, on sait qu'il est fort. Et, bah, il manque toujours, pour moi, hein, après, moi, c'est que mon avis, mais il manque toujours ce petit truc. Il manque toujours ce truc. Donc, bon, bah, voilà, je vais regarder parce qu'il est français, mais c'est pas. Voilà, rien de spécial, c'est cool. Il y a ce truc qui fait il y a ce truc qui fait qu'il est seul à faire, c'est il combat, il met son costume et il va au micro après C'est vrai. commenter sur RMC Sport. Ça, je trouve que ça, c'est un certain flow quand même. Parce Ah, que c'est la classe. c'est la classe, ouais, parce qu'il n'a pas de bleu, il n'a rien, il se sape bien, puis il vient, il commente au calme. Bah, je trouve que ça, quand même, faut le faire, tu vois. Donc, mais sinon, voilà, il a fait du Taylor, donc non, rien d'exceptionnel, quoi. Même si ça reste exceptionnel quand même, tu vois. Hmm. Oui, très beau. Il a un beau style, techniquement, c'est très propre. Mais effectivement, en termes de divertissement, il pourrait y avoir ce petit truc en plus qui met tout le monde d'accord, quoi.
Mathéo, Ouais, t'as non, ce pensé que quoi de ce pour. combat? Bah, c'était pas mal. Bah, c'était, on va dire, c'était du Taylor, quoi. C'est comme sur ses derniers combats, décision unanime, il boxe à distance. Ah, je m'attendais quand même à ce qu'il fasse plus, surtout sur la qualité de l'adversaire, là, qui était bien moindre de ce qu'il a pu avoir auparavant, ou même ce qu'il devait avoir avec Lima. Et ouais, c'est vrai que là, on attendait vraiment un finish. Euh, et ce que j'ai pas trop aimé à la fin, je sais pas si je remixe un peu une de ses sorties, mais je crois qu'il a dit en gros. Je pouvais pas perdre à Paris. Donc on dirait qu'il a un peu juste sécurisé la décision comme il fait d'habitude et qu'il a pas vraiment essayé de chercher le finish. Et je trouve que justement, un peu comme on va en parler plus tard dans la vidéo, il aurait dû chercher justement ce finish. Là, il y avait vraiment la place. C'était vraiment l'adversaire mis pour et pouvoir essayer de se propulser un peu au niveau par rapport à l'UFC. Et ouais, là, il a juste fait ce qu'il sait faire, quoi. Il a pas, même s'il appuie un peu plus les coups, mais ça reste encore loin d'un finish ou d'un highlight, quoi. Tu penses que si ça avait pas été à Paris, il aurait pris plus de risques, il aurait été plus cherché le finish? Bah, je pense qu'en tout cas, une défaite à Paris et une défaite à l'étranger, ça sonne pas pareil. Donc, d'un côté, peut-être qu'il aurait peut-être plus cherché à si c'était pas en France, mais en tout cas, il voulait pas perdre à Paris. Ça, c'est une certitude. Ok. Et le public, comment il était, TFS? Il a vraiment soutenu Taylor, il était là à fond derrière lui? Ouais, ouais, non, c'est abusé. Même Nora Cornol, ouais, ouais, non, c'est abusé par contre. Il y a pas de femmes, ce que j'en ai parlé déjà, mais ça, c'est le truc qui m'a vraiment le plus étonné. C'est qu'il n'y avait pas de préliminaire de femmes, de ranké par ranké, je mets des KO, star, pas star. C'est tout le public qui était présent, ils étaient tous à fond derrière Taylor, du début à la fin, ils l'ont applaudi, etc. Donc, ouais, non, il avait, le public était derrière lui fort. Tu penses que le fait qu'il y ait qu'un seul événement par an, ça joue? Ça fait que les gars qui y vont, ils donnent tout, ils sont là pour pour profiter de chaque seconde de la soirée? Ah ouais, pour le moment, il n'y en a qu'un par an. Donc, ouais, il a une certaine saveur. Donc, Mm. mais il y a aussi, je pense qu'on attendait quand même de lui un peu plus. Moi, en tout cas, j'attendais un peu plus, même si en face, c'est dur à faire descendre. C'est vrai que, après, je comprends la mentalité. J'ai capté la mentalité, je pense, en tout cas. C'est lui, il sait que tant qu'il y a du vert, il va rester. Voilà, il fait ce qu'il a à faire, il gagne son argent, son win, parce qu'il y a le win bonus aussi, tu gagnes, c'est double, hein. Donc, il est là, il fait son argent, il est commentateur de l'UFC, ça ouvre plein de portes aussi. Donc, il est Ouais. tout en haut de la pyramide, entre guillemets. Et puis, mais le problème, c'est que, ouais, comme disait Mott, c'est que là, ouais, on aurait bien voulu qu'il éteigne quand même, surtout après la défaite contre Bacharat. Ben, voilà, tu vois, on peut pas se projeter en fait avec Taylor. En fait, on sait juste que on analyse assez facilement ses combats en fait à Taylor. Parce il est vraiment fort tactiquement, c'est compliqué de bouger. Et puis il faut un mec à la Bacharat hyper unidimensionnel, très fort dans un domaine pour le battre. Donc il va gagner deux trois combats, il va en perdre un, il va gagner deux trois combats, il va en perdre un. Et puis bah voilà, hein. Et puis bon après, on se contente de ça, on va pas se plaindre, hein, de toute façon. Ouais. Ouais, il cherche plutôt la stabilité plutôt que le bonus et tout. Mais j'ai envie de dire, honnêtement, quand on voit ce qui se passe quand un combattant perd, quand on voit ce qu'il prend sur les réseaux et tout, quand on voit franchement le public pas forcément le soutenir, voire même l'éteindre, rajouter des couches, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre son état Après, d'esprit. T'es là après, pour pas après, perdre, tu te débrouilles. je te coupe, mais c'est proportionnel à ce que tu dis aussi, tu vois. C'est vrai. Fares, quand il s'est fait. Il en parlait, Kakarot, mais Fares, quand il s'est fait. Il a perdu contre. Comment ça s'appelle? McKinney. Makiné, je veux dire, personne sur le réseau qui a dit la remonte, c'est qui, ce qu'il fout là, il n'y a rien à foutre là, tu vois. Et après, c'est proportionnel à ce que tu dis, c'est ça en fait. Plus tu es exposé, plus tu t'exposes toi-même, plus tu vas manger derrière. Et ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de. Il y a quand même pas mal de mecs qui sont cachés dans l'ombre, là, tu vois, ils sont cachés, ils sont derrière les buissons, tu vois. Dès que tu tombes, ils sortent des buissons. Hey! Tu vois, Putain. ça me fume, ça, quand Je même. vous l'avais Ouais, dit! ouais, après, ça, c'est la lâcheté de l'humain, tu vois. Les humains, c'est des lâches, tu vois. Moi, c'est pas mon genre, tu vois. C'est l'humain, c'est des lâches. Tu vois, si tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, tu le dis à tous les moments de l'année, tu vois. Quand il a un winning streak,
dis ce que tu penses toute l'année, tu vois ce que je veux dire. Attendre que Ouais. quelqu'un soit à terre pour venir mettre une semelle comme un petit lâche. Voilà, c'est des lâches. De toute façon, c'est ça les réseaux sociaux. C'est un petit Ouais. pourcentage de lâches qui se lâchent et du coup, bah, tu as l'impression que ça reflète ça reflète une généralité, mais pas du tout en vrai quand tu es sur place dans la réalité avec les gens, tu vois, tu sais qu'on a le béton sous les pieds, bah, tu te rends compte que ouais, c'est pas du tout comme ça en fait. Bah ouais, Ouais, c'est les quand tu réseaux. Hein. peux faire face aux conséquences de ce que tu dis, c'est sûr que ça change les choses. Bizarrement, les gens ils sont tout mignons. Et Taylor, de toute manière, je pense qu'il peut perdre. Voilà, c'est quelqu'un qui parle pas spécialement, qui est respectueux, qui affiche pas de grandes ambitions. Apparemment, il a un truc en tête, mais il veut pas en parler, donc je sais pas, on verra. Ok. Ouais, parce que tu disais c'est proportionnel à ce que les gens disent, mais il faut aussi dire que bah, quand un combattant ne dit rien, quand il communique pas, quand il est timide, quand il est discret, bah, il se fait éteindre aussi. C'est-à-dire on dit mais c'est qui lui, mais il sait pas communiquer. Donc franchement, j'ai l'impression que certains ils sont coincés en fait. Quand ils font du trash talk, tout le monde est content quand ils en font et quand ils perdent, ils sont éteints. Ouais, c'est compliqué. Mounir, Ouais, t'es là Mounir ou... oui, je suis là, je Alors suis là. Taylor, t'en as Non, non, pensé quoi? je vous écoute très attentivement et il y a deux points sur lesquels je souhaite revenir. C'est le fait que pour vraiment emmerder Taylor, il faut vraiment un profil unidimensionnel. Je suis pas tellement d'accord avec ce constat parce que le combat qu'il fait avant, c'est contre Cody Stamann et Taylor l'a dominé de bout en bout. Et je suis pas sûr à vérifier, mais je crois qu'il lui met un 30-27. Hein. Il le domine de A jusqu'à Z. Le problème de Taylor, en fait, au-delà, c'est à mon sens, hein, ses propos n'engagent que moi. Le problème de Taylor, à mon sens, c'est pas la communication, parce que c'est quelqu'un, tu le vois partout, quasiment tous les UFC, tu le vois, il commente. C'est quelqu'un qui est médiatisé malgré lui, dans le sens où c'est lui qui commente, tu sais qui il est, c'est-à-dire que son nom, il résonne dans ta tête sans que lui il le prononce, sans qu'on fasse sa promotion. Le souci qu'il a Taylor, vraiment, et ça me peine de dire ça parce que j'aime bien le Boog, hein, le bonhomme, je l'aime bien. C'est son style. Il a un style qui, malheureusement, n'est pas mémorable. C'est pas un style qui, par exemple, je te dis tout de suite, à l'UFC, cite-moi une phase où Taylor, il fait une dinguerie. Il fait une dinguerie, tu te dis, waouh, level Faresiam contre Frévola. Ou Makhachev au 5e round contre Poirier. Cite-moi tout de suite une phase de ouf qui fait Taylor, tu peux pas. Elle a placé Makhachev maintenant. C'était obligé, c'était obligé. Je pense qu'il est payé, tu vois. Il Non, non, reçoit mais du meldonium gratuit du Caucase, tu vois, et puis... Oh, ça tire. ah ouais, balle réelle, gratuit. Hein. Ah non, ça, attention. Ouais, qu'est-ce que je disais? Je disais que Taylor, il a pas de combat statement, il a rien, il a pas de. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a pas un truc impactant où tu te dis, ouais, je me rappelle quand Taylor il a fait ça. Il est bon, hein. Attention, il est très fort. Il a une takedown défense, il a une défense en lutte qui est excellente. Il est vraiment fort. Il a un striking, il a des bras, ils sont tentaculaires pour la catégorie. Il a un striking, il est vraiment super élaboré par rapport au reste de la catégorie, en dehors de 2-3 cas. Par exemple, je prends le cas de Petrian ou Cory Sanhagen. Je pense que son striking, ça rivalise sans problème. Voire même Sanhagen et Yann sont au-dessus. Mais par rapport à la globalité de la catégorie, le striking de Taylor, il est bien plus élaboré. Mais il n'a pas ce petit truc en plus qui fait que, ah ouais, c'est juste ça qui me dérange. C'est juste Par ce contre, truc-là qui. Par contre, Cody Stamann, il lutte comme en 62. Et je vois pas que Cody Stamann n'a pas d'une dimensionnalité. C'est un mec complet qui lutte comme Chad Mendes il y a 15 ans. Ah ouais, il a pas Ça n'a évolué en plus. rien à voir avec Bacharat, gros. Je veux dire, c'est pas c'est pas le même game, tu vois. Quand je te parle d'unidimensionnalité, je te parle vraiment d'être fort dans un domaine bien précis. Un Pour moi, Cody spécialiste. Stamann, il n'y a rien d'effrayant dans sa lutte aujourd'hui. Il est complet, il boxe. C'est une belle victoire parce que Cody Stamann, ça reste un nom qui est connu et qui a quand même beaucoup de combats à l'UFC, tu vois. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi sur l'analyse que tu fais de son style. En fait, il est efficace, il est fort et ennuyant. Voilà, c'est Bon, efficient. Il a un style de combat qui est efficient, ça suffit pour gagner. Mais voilà, lui-même, on ne se souvient pas de toi, gros. On ne se souvient pas de toi. Ta carrière, quand elle sera finie, dans 5 ans, je ne suis pas sûr que tu restes dans les annales du MMA. À échelle ok. mondiale, je veux dire. En France,
comme on a très peu de combattants à très haut niveau, on va se souvenir de lui. Mais je sais pas, regarde, par exemple, quand je pense à Nassourdine, je pense à la série de coups de coude qu'il met au sol à Chabazian. Je pense à Fares Ziam maintenant, je pense au genou qui m'a Frévola. Je pense à BSD, je pense au high kick qui m'a. Putain, Frévola, il a mangé Miskin. Je pense au high kick qui m'a Frévola. Parnasse, Saladin Parnasse, je pense au fait qu'il essaie de conquérir 3 ceintures. Là, je pense à Abdul, je pense à la plus belle soumission que j'ai vue de ma vie à la dernière minute. D'ailleurs, on était dans le public tous là. Contre le dopé polonais Ratic. 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 Là, je te dis, Taylor Lapidus, tu te rappelles, c'est quoi l'événement marquant de sa carrière dont tu te rappelles? J'ai rien à dire. Tu te rappelles de ses beaux costumes, parce que c'est vrai qu'il a de très beaux costumes. Oui, voilà. Il est aussi connu en tant que commentateur que combattant. Par contre, là, oui, il y a un truc, la TFS, il a raison en disant ça, où on va se souvenir de lui, c'est le Boug, il va combattre et il revient commenter dans le plus grand des calmes. Ça fait 3 rounds et il ne s'est rien passé. Il revient tout, je dis, tout neuf, il fait son costume et bon, les gars, il s'est passé quoi? Après, honnêtement, si tu es combattant UFC et que tu te dis, bon, je vais pas forcément chercher à devenir champion, mais je vais essayer de faire une bonne carrière, c'est pas si bête, quoi. Parce que tu es là, tu es combattant, tu es relativement bien payé, tu arrives à avoir une bonne situation, tu as tous les à côté qui sont très confortables et tu prends pas trop de dégâts pour la santé. Honnêtement, ce style, moi, je trouve pas ça bête, quoi. Voilà. Après, c'est sûr qu'en tant que fan, on a envie de chercher un truc de plus. Ouais. Pas l'UFC, c'est un style, c'est bien, ok. Un style économe en effort, économe en prise de risque pour ne pas compromettre ta santé. Je veux bien, c'est très bien, c'est bien de se préserver et de prendre le moins de coups possible. Moi, je trouve complètement débile les mecs qui échangent des coups, à savoir lequel va tenir le dernier debout. Mais t'es à l'UFC, gros. Le sportif, il est aussi important que le spectacle. C'est ça le truc, c'est que t'es pas dans la bonne ligue pour le style de combat que t'es pas dans la bonne ligue. Ok. Bon, en tout cas, je tiens à préciser voilà, il y a des petits problèmes de son avec Mounir. Vous voyez que son image est sombre, c'est parce qu'il est en train de rejoindre TFS pour faire un casse, je crois. Et on passe au combat suivant. Les stéréotypes. Les stéréotypes. Et voilà, toi, t'es pas en train de travailler? Pourquoi t'as arrêté tu travailles pas là normalement? À ce qui paraît, les Chinois, ça travaille tout le temps. J'ai fini, je suis à 130 sur la route là. Non, mais il faut que je prévienne, vous êtes dans le premier podcast qui risque de vous ficher S, juste en le regardant. Voilà. Théo, Ludovic Klein. Alors, t'attendais mieux? Ouais, largement mieux. On va pas se mentir, je pense qu'on peut passer très vite à la suite, mais ouais, grosse déception. Normalement, c'était un combat qui était censé, pareil, un peu le faire briller. Et il a juste. Ouais, il a pas fait grand chose. Enfin, il a pas impressionné. Je m'attendais à ce qu'il strike. Au final, il a fait beaucoup de contrôle. Et ouais. Surtout vu l'adversaire, vraiment, c'était vraiment fait pour briller. Et il a pas confirmé, on va dire, son statut de potentiel top 15 pour entrer dans le top 15. Quoi. Donc, en plus, on avait prono un KO, il me semble. Un KO assez rapide, toi et moi. Ouais, vous aviez dit un KO round 1 ou une. Ouais, 2, je crois, j'avais dit. Mais ouais, pour quelqu'un qui a en 4-5 à l'UFC, ouais, il est sur là maintenant 3 défaites. Normalement, ça aurait dû être un finish, ouais. Ok. Bon, déçu? Ouais, déçu. Ouais. Ok. Bon, on passe au combat. Tu veux en dire un truc, TFS, ou c'est un combat qui t'a pas spécialement marqué? Non, on peut passer au suivant si tu veux. Ça marche. Le combat suivant, c'est Oumar Sy. Oumar Sy qui a pris une décision contre Da Woon Jung. C'était comment l'ambiance TFS? Est-ce que les gens le soutiennent, lui? Ouais, il a fait une belle entrée, Oumar Sy. Il est à l'aise avec le public. Il a fait une belle entrée, ouais. Il est bien à l'aise. Il a mis une musique. Ça parlait d'MDM. Donc voilà, communion avec le public. Donc ouais, il était à l'aise. C'était un beau fight, hein, parce que le Coréen, il était là. Il était là, le Coréen, il était dangereux. À un moment, il touche fort Oumar, il bouge pas. Au premier round, Oumar, il voulait grappler. Il n'a pas réussi, parce que le Coréen, il avait des bases, c'était un tronc d'arbre. Et finalement, on a vu quand même qu'il a évolué un peu en striking. Je trouve qu'il y a une évolution. Parce qu'il utilise des armes qu'il n'utilisait pas avant. Les genoux, les low kicks, le high kick. Donc, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Là, il est à l'ATT maintenant. Donc,
Voilà, il progresse tout doucement. Il faut le laisser progresser. Moi, j'en ai déjà parlé, mais faut donner le temps au temps. Il a, je crois, 28 ans pour un 93 kilos. Il est bien. Il a le temps d'évoluer. Et c'est ce qu'il veut, lui. Il veut prendre son temps pour évoluer. Donc, voilà. Ça reste une belle victoire quand même. Même si, bien entendu, on aurait bien voulu un finish. Mais attention, le Coréen, il reste dangereux. Et puis la perf, elle était propre. Elle était très propre. D'ailleurs, c'est un truc qui m'étonne avec Oumar, c'est qu'il est relativement jeune. Il a peu de combats en pro, c'est son 11e combat, mais pourtant j'ai l'impression qu'il a une forme de maturité mentale, émotionnelle. Tu as l'impression qu'il contrôle, il n'est pas écrasé par la pression, il fait ce qu'il a à faire, il a un game plan qu'il suit, c'est propre et tout. Franchement, c'est assez impressionnant. Il panique pas. Il Ouais. panique pas. Il a pris de sacrés coups du Coréen. Et à aucun moment il a commencé à douter ou à paniquer. Il est resté droit dans son game plan jusqu'au bout. Mathéo, t'en as pensé quoi? Bah, vraiment parfait, hein. On voit vraiment, enfin, ça me hype beaucoup, comme a pu le dire TFS. On a déjà vu des petites améliorations au niveau de son striking. Donc, j'ai vraiment envie de voir la suite de ce que ça va pouvoir donner avec Leitichi. Et ouais, vraiment, performance où il a dominé, sachant que c'était un adversaire compliqué, comme on l'avait dit dans la preview. Moi, je crois que j'avais pris une décision aussi. Beaucoup de gens en général voyaient vraiment un finish, que ce soit une soumission, voire même un KO. Mais on voit qu'il y a quand même des améliorations à faire en striking. Et même niveau physique, pardon, le Coréen était vraiment solide. Il a bien bloqué quand même les takedowns de Oumar. Mais ouais, franchement, c'est une bonne perf. C'est très prometteur. Moi, je suis vraiment hype pour le voir par la suite. Donc, ouais, franchement, il a une bonne domination, 30-27. C'était parfait. Et ouais, tu le vois toi comme un prospect de la KT? Un bon prospect? Ouais, franchement, je pense la KT elle est vachement vide. Il y a beaucoup de styles assez unidimensionnels dans cette KT. Donc, franchement, il y a moyen de faire quelque chose. S'il y a Après, une KT où un style de grappleur pourrait vraiment tout traverser, pour moi, c'est celle-là. Hein. s'il peut faire Un un truc que grappleur, c'est le Almeida cheat aurait code pu pour aller faire, jusqu'à la ceinture, pour moi. s'il peut faire ce que Almeida aurait pu faire s'il a été resté en, en moins de 93, ouais, ça, franchement, sachant qu'il est plus complet, je trouve, que peut-être moins fort au sol que Almeida, mais beaucoup plus complet. Ouais. Honnêtement, moi, je pense que ça pourrait suffire pour monter. Mais comme a dit TFS, il faut laisser le temps. Il ne faut pas non plus griller les étapes. Mais voilà, il y a des choses qui rendent optimiste. Et combat suivant, ça, il faut qu'on en parle. Ça, c'était incroyable. 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 Fares Yam, Mounir, qui a... Mounir, il peut pas parler d'Oumar ou quoi? Mounir, Il est t'avais un puni. truc à dire sur J'allais dire, Omar? là, il m'a sauté. Mounir, t'es puni. Désolé. Mounir, il est puni. Mounir, il Je parle le vois trop. plus, moi je me suis dit c'est bon, il est parti. Là, il m'a puni, je suis mort. Je me suis dit il est parti. Ah non, je suis là, je suis en train de confier, je suis là. Vas-y, dis-nous. Omar, non, mais en vrai de vrai, vous avez tout dit sur Omar, vous avez tout dit. Attends, tu interviens pour dire ça. Coupe sur le micro, c'est bon, coupe. Tu vas mourir. Rien. C'est quoi le combat suivant? Ah, je dis, vous avez tout dit sur Omar, vous avez tout dit. Juste le prono, bah, on est tombé juste. Hein. On avait dit que ce serait une décision parce que le Coréen, j'ai regardé ses précédents combats, mais c'est pas significatif de l'entièreté de sa carrière. C'est quelqu'un de solide et qui cogne fort. Et là où j'ai été surpris par Omar, c'est que à un moment, il prend un bras arrière du Coréen, pleine tête, de plein fouet. Il encaisse sans broncher. Un gros menton. Là, c'est de très bon augure pour le futur. Parce que, comme je l'ai dit dans la preview, je le redis ici, le niveau de grappling qu'il a, il y en a très peu qui l'ont en light heavyweight. T'en as un ou deux, je ne vais pas citer de nom, puisqu'on va encore me dire nanana, je ne vais pas citer de blaze, mais il y a un ou deux noms qui peuvent éventuellement le tenir en grappling. Et là, c'est là que l'ITT, ils vont lui apporter beaucoup dans l'élaboration de son striking. Là, il est encore au début. C'est bien, c'est pas encore c'est pas de style pareil, c'est pas encore de style pareil, hein, c'est pas du très très haut niveau, mais il y a beaucoup de progrès et je pense qu'en continuant son chemin et en continuant à progresser davantage, parce qu'il a une marge de progression qui est énormissime de par son âge et de par sa petite expérience dans le monde du MMA en pro. Je pense que ça va faire la même trajectoire que Fares Ziam. De combat en combat, il va être
il va être meilleur de combat en combat. On attend la Ok. suite avec grande impatience. Ça marche. Bon, maintenant, on peut passer à la suite. C'est bon. C'est bon. On peut parler de Fares, qui a, comment dire, détruit, désintégré Frévola. Mais alors, masterclass de A à Z et finish, je pense que là, ça a dû être le feu dans la salle, non? TFS. Ça a dû être l'explosion. Ah ouais, nous on a tous sauté en l'air, c'était n'importe quoi. Ah non, c'était un moment incroyable. Ah, c'était le bordel, mais un bordel. Parce que C'était le n'importe finish en quoi. lui-même, bon, c'est pas juste un finish, c'est un finish magnifique. Enfin, Ouais, et puis moi j'étais derrière en fait, Fares. Et en fait, le genou il monte et en fait ça va hyper vite. Genre, je vois le corps de Frévola qui s'écroule et tout le public se lève. En fait, ça a été tellement vite, on était choqués. Et puis il lui en rentre deux encore. Non, et après Frévola se levait plus, on a l'impression qu'il était mort. Non, c'était n'importe quoi. Et à ce moment-là, on s'est regardé, on s'est dit, vas-y, viens, on y va, c'est bon, on peut y aller, tu vois. C'est bon, la soirée, elle est finie, ça y est. Tu vois. J'en ai eu pour mon argent, viens, on passe. Est-ce que pour le public, c'était Fight of the Night pour eux? Ah bah oui, tout le monde. Tout le monde. Et les gens, et petit aparté, les gens, tu vois, la polémique Frévola, les gens, ils soutiennent Frévola. J'ai rien senti de tout ça rien. Ouais. Rien du tout. Il y a beaucoup de choses, ça se passe sur les réseaux. Hein. Ouais, tu vois, c'est ça que dire, moi, autour de moi, il y avait plein de Français de souche. Et il y avait des Renois, des Rebeux. Ils disaient tous la même chose. Ils disaient tous, Frévola, t'es pas chez toi. Fares, il va t'éteindre. Allez, Fares. Il y a aucun gars en mode Frévola. Rien du tout. Tout le public, ils étaient full. Bon, il y a des gens qui ont applaudi, bon, par respect Frévola quand il est entré. Mais sinon, ça a hué fort Frévola. Pendant le combat, il y avait des chants insultants avec des insultes. Ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, dans le feu de l'action, je suis sur place, je suis à fond dedans. Je le chante pas, bien entendu, mais ça me dérange pas. Voilà, c'est nous contre eux, tu vois. J'en ai rien à foutre. Il y a un peu l'ambiance foot aussi. Voilà, tu vois, un peu sombre, mais en même temps, c'est du MMA, tu vois. C'est pas je veux dire, c'est pas du curling, tu vois, tranquille. On va pas être là. Oh, tu sais, ça me fume. T'as des mecs qui sont là. Ils sont dans un truc de MMA où ils vont couvrir du MMA et ils vont s'offusquer parce que le public insulte. Mon Il a gars, dit un gros mot. ça se met des grandes pentes dans le nez, dans la mâchoire. Ouais. Là, tu pleures parce que les mecs, ils s'insultent. Mais moi, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer à l'UFC, c'est que... Pardon, excuse-moi. Ouais, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer à l'UFC, c'est que ils sont là, tu vois des gens qui se détruisent et tout. Je me souviens encore de l'interview de Nate Diaz après combat, défiguré, du sang partout et tout. Vraiment, un truc sale. Mais par contre, censuré quand ils disent des gros mots. On leur dit attention, gros mots quand même. Language. C'est marrant. C'est des tentatives de meurtre mutuel. Et ça s'offusque pour un mot au-dessus de l'autre. C'est ça, c'est drôle. Pardon, TFS, vas-y, reprends. Non, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Voilà, grosse dinguerie. Et, Frévola, il a dormi pendant longtemps après? Ouais, c'était des longues minutes. Hein. Je sais pas combien de temps, 3-4 minutes peut-être. Je sais pas, mais il est vraiment resté très longtemps inerte. Il a plus bougé. Ah ouais. Ensuite, il est descendu de la cage. Il avait beaucoup de mal. Ça le tenait pour qu'il descende de la cage. Non, il a vraiment. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il a pris un KO après 3 rounds de domination. Il a pris beaucoup de coups. Il était épuisé, Frévola, déjà en entrant dans le 3e round. Il s'est fait surdominer. Il a pris beaucoup de coups. Et bim, il prend un lourd KO. C'est ça le pire. C'est prendre un KO après avoir pris énormément de coups. Tous les coups cumulés, tu es fatigué et tu te prends un KO et un grand endpoint en plus pendant que tu es en train de dormir. Là, vraiment, c'est pas bon du tout pour Frévola. Il y a eu une inquiétude sur place ou enfin, ça fait bizarre quand même de voir ça? Ah non, pas vraiment. Pas du public en tout cas. Ah ouais. Le public, non, ils étaient sur Fares et c'était là. Non, il n'y avait pas genre, tu vois, genre les gens ont commencé à arrêter de crier, se calmer parce qu'ils s'inquiétaient pour Frévola. Non, pas du tout. Il y a Parisium qui a fait 12 fois le tour de la cage. Les gens, ils étaient là, ils adulaient Fares et puis c'est tout. Hein. Ouais, ok. Qui veut parler de ça? Qui a été choqué? Mathéo, t'as été choqué? J'étais plus que choqué. Hein. Il est venu, il lui a arraché la bouche. Franchement, il y a pas de plus. Franchement, la performance, en plus, on parle beaucoup du KO, mais les 2 premiers rounds, c'est une domination pure et dure. Même si, attention, il y a eu une petite guillotine qui était. Elle n'était pas bien prise, j'ai l'impression, parce qu'il est sorti assez rapidement quand même. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est comme je l'avais dit, Ziam, depuis le début,
tient le combat, il est très très serein. Vraiment, on dirait qu'il y avait tout qui était planifié depuis le début. Et il a vraiment posé une masterclass. Et même dans son entrée, tout, il était très très serein. Euh, Même, j'ai pas envie de dire que sur ses précédents combats, il n'était pas serein, mais on dirait qu'il y avait toujours un petit frein, on va dire. Là, il est arrivé, il s'est lâché à 100%. Je pense qu'on avait vraiment vu le Faresiam, un bon pourcentage de son potentiel, pardon. Et franchement, ouais, parfait, hein. Franchement, les 2 premiers rounds, il fait tourner Frévola, il n'arrive vraiment pas à le toucher, il le punit à chaque fois. Il a vraiment bien géré son allonge. Franchement, parfait. Le Prends pas KO, de après, coups. il est. Ouais, prend pas de coups. Franchement, la performance, elle est parfaite. C'est vraiment fort ce qu'il fait, hein, parce que au niveau capital santé, ça fait un moment qu'il est à l'UFC, il est jeune, il a jamais pris de KO, franchement, il est parfait. C'est plus que respectable là, ces performances qu'il fait de ne pas prendre 2 coups comme ça. Et là, il Ah, lâche un c'est trop. finish parfait. Et Je sais pas ouais, si vous avez franchement. vu sur les réseaux, il a sorti une vidéo où il montre ses points. Il voit que les points, bah, ils sont rouges, quoi. En fait, c'est les seules blessures qu'il a. Les seules blessures qu'il a, c'est sur les points à force de l'avoir frappé. Son visage immaculé. C'était, franchement, chapeau. Ouais. Et ouais, franchement, parfait. Franchement, un plaisir. Après, je me suis bien régalé sur Twitter pour tous ceux qui supportaient Frévola et on Faut, sait faut pourquoi. couper, faut couper le micro de Mounir, ouais, voilà. Ouais. Mounir, quand tu parles pas. Pardon, Mathéo, Et reprends. du coup, ouais, comme je disais, je me suis bien régalé sur Twitter après, à vanner les gens qui étaient pour Frévola, Ah, toi, surtout t'es comme pour des. ça. Bah, on est obligé, Toi, hein. t'es comme ça. T'es du genre à repasser derrière, à faire alors. Ah, Alors, je toujours, vous l'avais toujours. dit. Ah, vous êtes nul en prono. Moi, je vous l'avais dit. En plus, dans la preview, je l'avais dit, hein, si je voyais un chaos, ce Et serait voilà. Et en voilà. sortie de Il est clinch. là pour ça. Je vous l'avais dit. Sortie de clinch, coup de genou ou coup de coude. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ouais, D'ailleurs, non, Mounir, franchement, parfait. sortie de clinch. Ça, c'est pour toi, ça. Bah, sorti une cliché, on en a parlé lors de la preview, hein. On a parlé d'un genou sauté à la Barbossa, il n'était pas sauté le genou, mais il était là. Je vous dis vrai, la vérité, hein. La vraie vérité, la vraie. Quand j'ai vu la vidéo où Fares il rencontre Frévola et qu'il lui dit bonne chance pour le cutting, la manière dont il lui tape l'épaule, je me suis dit non, il va se passer quelque chose ce soir-là. Je me dis, non, il est trop confiant, Fares, il est trop confiant. Il est trop en confiance, il va se passer quelque chose. Et les 2 premières minutes du premier round, tu comprends direct, hein. Il est à la bonne distance. Il a un truc que je soupçonnais beaucoup chez Fares, mais qui m'a été confirmé ce soir-là. Il a un énorme coup d'œil. Même dans les. Je ne parle pas que en pied-point, hein. C'est vraiment, il a un énorme coup d'œil sur les changements de niveau. Et Ouais, ouais. ouais, il a un énorme coup d'œil. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je connais très très bien le pied-point. Tout ce qui est préhension, câlin, etc., ça, je ne connais pas vraiment. C'est-à-dire que je pourrais pas anticiper, voir venir le changement de niveau de quelqu'un. Lui, il y arrive sans problème. Ça m'a impressionné. Et là où vraiment, ce qui m'a marqué, c'est même pas le chaos, hein, force à lui. Et, c'est bien qu'il ait eu ce réflexe. Et, c'est même pas un réflexe, je pense que c'est réfléchi, hein. C'est quelque chose qu'il a travaillé, à mon avis. C'est surtout le troisième round, les phases de grappling. On n'en parle pas beaucoup de ça, mais il contrôle Frévola sans problème. Le contrôle sans problème. Et Frévola, c'est un petit physique qui est trapu, qui, je pense, était plus lourd que lui dans la cage. Il a réussi à le contrôler Plus lourd? comme s'il n'y avait rien en face. Ouais, je pense que, Et je j'ai pense trouvé que Frévola. il a pris Ziam. Bah, même, il a dit, il a pris Non, je plus parle pas. de 1,5 kg par rapport à ses autres combats en termes de masse Oui, musculaire. oui, mais si tu les pèses avant de rentrer dans la cage, moi j'ai une intime conviction que Frévola est plus lourd que Fares. Et sur le troisième round, il l'a contrôlé comme si c'était une poupée de chiffon. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il a fait d'énormes progrès en préhension, Fares. Pour un Ouais, depuis kickboxer. McKinney, je pense, il a dû vraiment bosser la lutte. Bah, moi, je Ah ouais, pense non, qu'on aurait pu voir déjà ses progrès contre PLS, mais sauf qu'au Mexique, avec l'altitude, en fait, il y a tout qui est parti avec le cardio, en fait. Donc, Ouais. ouais, mais je pense que déjà, il les avait fait, les adaptations. Et en Ouais. plus, la top position qu'il a, Fares, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa top position. Parce que c'est pas quelqu'un qui va chercher à se placer, à chercher des positions. Il frappe direct, il ne cherche pas à comprendre. Et c'est ça qui le fait gagner. Le combat qu'il fait contre Poes, la différence qui est faite, c'est que les top positions, quand Poes il est dessus,
Il fait rien, Poles. Il cherche la faille pour essayer de le soumettre. Il n'a pas trouvé cette faille. Fares, quand il est en top position sur Poles, il frappe. Il ne cherche pas à comprendre. Et quand tu regardes à la fin du combat, les ground strikes, Fares, il a plus de 50, Poles, il a moins de 10. C'est Ouais. le plus efficace des deux, c'est de loin Fares. Bien que techniquement, ils sont inférieurs à Poles. J'aime beaucoup le style qu'il a. C'est un style. Vas-y, je vais dire ce que je pense et ils vont dire Daghestan, etc. Mais c'est un style qui est agressif. C'est un style. C'est vraiment, c'est comme l'écart entre Khabib et Islam. Islam, il essaie de contrôler pour essayer de te soumettre derrière. Khabib, il frappe, il cherche pas à comprendre. Il te tabasse, il frappe. Et j'ai beaucoup apprécié ça de Fares. Il cherche pas le contrôle, il cherche la top position et il te tabasse. Voilà. Donc c'est la deuxième ref à Makhachev de la soirée. Je compte, Mounir, t'inquiète. Il y en aura 5. Ok, très bien. Ouais, et il y a un truc qui m'a étonné. Bon, ça on l'a tous vu, mais c'est un coup de genou, pas sauté. Et ça, c'est quand même un énorme avantage que lui offre sa taille. Fares, c'est quand même très grand pour la KT. Du moins, beaucoup 10 plus grand que cm, on avait dit. ses adversaires. Et ça lui permet ce genre de truc. Et ça, c'est pas tout le monde. Je trouve ça très violent de pouvoir mettre un coup de genou à la tête sans sauter en sortie de clinch. Mounir, t'en penses quoi? Coup de genou, clinch. Bah, c'est un bagage technique. Ouais, force au Bretagne, hein, comme toujours. Mais Ouais. c'est un réflexe qu'il a de par son parcours de kickboxer. Il a un avantage physique. En fait, il a un physique qu'il sait exploiter. Et ça, c'est une très très bonne chose. Je pense qu'il n'est pas encore à son prime, mais il a quoi, 27 ans? C'est ça? Je ne me trompe pas, 27 ans? Ouais, quelque chose comme 27 ou ça. 28. Ouais, il Ça, a je vais te dire. 27 ans, il Ah, n'a pas 27, encore c'est ça. ouais, 27, il n'a pas encore atteint son prime physique, alors qu'il a déjà évolué physiquement. Et son prime maturité, qu'est-ce que je veux dire par maturité? C'est Physique. accomplissement, voilà, non, pas physique, accomplissement total technique, il n'y est pas encore. Ça va arriver, il n'y est pas encore. Mais là, tu vois que son bagage technique qu'il avait quand il combattait en pied-point, bah, ça lui donne un avantage qui est prépondérant. Et là, pour le coup, bah, bingo. Nickel. Bon, voilà, en tout cas, c'était un des climax de cette soirée, je pense. Ça a rendu tout le monde fou. Et le combat suivant aussi, il a fait énormément de bruit, énormément de bruit. Et là, c'est Morgan Charrière qui a réussi, qui finalement fait une entrée à l'UFC parfaite. Ah non, 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 pardon, il y a eu Mariscal. Oui, oui, non. Je veux dire, il a fait ses UFC Paris à la perfection. TFS, Morgan, toujours un chouchou du public? Ouais, Morgan, bah, c'est la star, hein. C'est une star, hein, Morgan, vraiment, tu le sens. Surtout ici, tu vois. Pas encore à l'international, mais en France, ouais. Ouais, tu le sens. Sa sortie, elle est propre, sa sortie. Quand il dit à tout le monde de chanter la Marseillaise, il danse au milieu de la cage et il part. Mais ouais, non, magnifique, hein. Petite alerte au début, on le savait, dangereux au sol, Gabriel Miranda. Et qui fait une erreur, il se retourne, il prend un crochet. Morgan qui l'éteint. Moi, ce qui m'avait sauté aux yeux, c'est le physique de Morgan. C'est un dos qui se balade dans la cage. Il est énorme pour la KT. Je le trouve vraiment big. Et voilà, hein. Donc, knockout power aussi, hein. Il trouve le menton, le crochet est parfait. Et pareil, la salle, elle a explosé. Et voilà. Donc, pas grand chose à dire en vrai, hein. Un peu de frayeur au début au sol. Il est patient. Il dégage Miranda. Et après, il tabasse Miranda. Donc maintenant, on verra la suite. On verra la suite pour Morgan. Moi, c'est la suite que j'ai hâte de voir. Voir s'ils vont lui donner un blaze ou pas. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, ça commence bien. J'ai l'impression qu'il est quand même particulièrement à l'aise avec le public. C'est pas juste sur les réseaux. C'est pas juste une communication à la maison quand il se filme. Vraiment, le public, il aime ça, quoi. Il aime être présent dans la cage. Ça s'est senti. Ah ouais, non, mais oui, non, mais lui, c'est le pro de la communication, on le sait, hein, de toute manière. Il est réputé pour ça, hein. Il maîtrise les réseaux et même sur place, voilà, même en réel. Ouais, non, c'est quelqu'un qui sait communiquer avec le public, qui sait se vendre, qui sait se marketer. Et je pense que beaucoup de combattants français devraient prendre exemple, en fait, sur lui. Ouais. Mystigmat, j'imagine que tu es fan de lui sur les réseaux. Non, pas de là à dire fan, pas spécialement, mais j'aime beaucoup parce que il gère très bien sa communication, franchement.
Après, voilà, je pense que j'ai d'autres combattants français favoris, on va dire. Mais ouais, grosse perf. Encore une sortie de clinch. Donc là, ça en fait. Les deux en sortie de clinch, il va chercher après le crochet gauche. C'était propre. Bon, franchement, c'est comme on a dit, si ça restait debout, enfin quand ça allait être sur les phases de striking, Morgan il allait tout dessus. Et puis même au sol, comme on a pu le dire, comme j'avais pu le dire, ça reste quand même une ceinture noire de lutte à livrer. Il était loin d'être perdu, il a vraiment réussi à sortir. Donc ouais, franchement, une performance parfaite. 3 combats UFC, 150 000 euros de bonus, c'est fort, franchement. Donc ouais, respect, hein, franchement. Quand à se dire que il y a peu, beaucoup de gens disaient qu'il n'avait pas le niveau UFC, je pense qu'il a plus que prouvé. Moi, je suis super content pour ça. Parce qu'en fait, à un moment, il s'est fait tacler et tout sur les réseaux. Il a fait fermer des bouches, mais c'est. Franchement, ça me fait plaisir, tu vois. Je suis Mm. content. Est-ce que tu dirais qu'il évolue depuis son entrée à l'UFC, techniquement? À l'UFC, ouais, bah, de toute façon, il a évolué, hein, il est pas, enfin, après son changement de gym, je sais plus exactement quand il l'a effectué. Je crois que c'était déjà au Cage Warriors, il était déjà à l'US Metro. Mais depuis l'US Metro, ouais, il y a vraiment beaucoup d'évolution. De toute façon, là-bas, il y a énormément de sparring partners, tout ça. Il tourne avec, on va dire, le gratin du MMA français quotidiennement. Donc forcément, ça permet d'évoluer. Et ouais, franchement, il y a beaucoup, beaucoup d'évolution, on va dire, depuis le Cage Warrior. Donc ouais, il évolue constamment. Maintenant, on va voir la suite. Donc on va voir ouais, si il peut atteindre pardon, un top 15 ou ce genre de niveau. Mais en tout cas, je ne sais même pas si c'est vraiment un objectif. Lui, il a dit vraiment vouloir faire une carrière long terme à l'UFC. Donc on va voir. Cool. Mounir, ton avis? T'as été fasciné par le finish ou... Non, c'est pas le finish qui m'a fasciné, c'est la maturité dont il fait preuve. J'ai trouvé très très calme dans la cage, Morgan. Très très calme, très très posé. C'est un peu la force tranquille. J'ai vu en lui la force tranquille. Il est sûr de lui, il sait que tôt ou tard, il va t'éteindre. Il n'a pas besoin de s'enflammer, de s'exciter en mode Frévola ou Lawson Keita. Il sait qu'il. Force aux deux, attention, je tire sur personne. Mais il sait qu'il va t'éteindre. Il sait qu'il va t'éteindre. Il y a un moment donné, il aura une ouverture. Morgan, là, franchement, le meilleur adjectif que j'ai trouvé pour décrire sa performance, c'est la force tranquille. Il attend, il sait que tôt ou tard, il va trouver quelque chose. Il a trouvé l'ouverture, le crochet, il est passé. Fin de l'histoire. Petit Et la commentaire à suite, faire, TFS? Ouais, je sais pas pourquoi tirer une balle à Lausanne. Non, mais c'est Mounir, ça. Il peut non, pas non, il peut pas parler 15 minutes sans éteindre quelqu'un et sans parler non, ce que je de veux dire, Marrakech. c'est le style de combat de Lausanne, c'est quelqu'un qui est beaucoup vif, 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 vif. Morgan, c'est l'inverse. Il est tranquille, il est posé. Et ouais, c'est la force tranquille. Il est pas surexcité dans la cage. Il est pas crispé ou il est très calme, très tranquille, sûr de lui. Il sait qu'il va trouver l'ouverture tôt ou tard. Et effectivement, il l'a trouvé. Et on attend la suite, hein. Moi, vraiment, c'est de tous les combattants UFC que j'ai vus là ce soir-là, tous les combattants français, c'est lui que j'attends le plus la suite. Parce que le fait qu'il ait fait qu'il ait fait 3 combats, qu'il ait pris 3 bonus sur ces 3 combats, ils vont lui donner quelque chose d'assez intéressant par la suite. Peut-être potentiellement peut-être plus intéressant que Gomis. On On va verra par la suite. parler tout à l'heure de Gomis. On passe au combat suivant. Alors celui-là, je vous le dis, il m'a brisé le cœur. Voilà, je le dis, je ne suis pas du tout neutre dans l'histoire, parce qu'il s'agit du combat de Kevin Jousset contre Brian Battle. Kevin Jousset qui nous a déjà offert 2 interviews et que nous soutenons beaucoup chez MMA Propagande. Et là, malheureusement, donc il s'est fait KO technique par Brian Battle au round 2. TFS, est-ce que Jousset aussi était soutenu par le public? Ah, fort. Fort. Il a mis une musique de Relsan, là. C'est un truc qui fait pleurer dans les. Comment ça s'appelle? Je sais même plus comment ça s'appelle la musique, Ouais, mais à en la gros, maison, là. ouais, La terre est ronde. quand on fait le tour du monde, on n'a qu'une chose, on a envie que d'une chose, c'est d'être à la maison, un truc dans le genre. Donc, il est arrivé chill. Ouais, non, il a réussi. Il a vraiment réussi. Franchement, c'est un exercice.
très compliqué quand même à faire et les gens ne s'en rendent pas compte. Euh, Moi, je ne l'ai jamais fait à haut niveau, bien sûr, je l'ai fait à petit niveau. Mais alors, j'imagine pas le faire comme ça dans une salle de 20 000 personnes. Non, non, il est vraiment à l'aise. Il est arrivé, son entrée, elle est réussie. Malheureusement, moi qui apprécie Brian Battle, je savais un peu ce qui allait se passer. Pour moi, Brian Battle, c'était un peu trop. Tu vois, pour moi, le matchmaking n'est pas bon. Il n'est pas bon. Je n'ai pas compris pourquoi on envoyait un Brian Battle champion du TUF dans la caté du dessus. Stylistiquement compliqué à prendre pour Kevin Jousset. J'ai pas compris, en fait, pourquoi on foutait Battle à Jousset, sachant que c'est le soir où le public découvre Kevin Jousset. Donc, ouais, j'aurais bien voulu qu'il lui donne un mec un peu moins compliqué pour que Jousset brille. Et donc, c'est dommage. Moi, j'apprécie aussi, j'apprends à le connaître à travers ses vidéos YouTube, les différentes vidéos, vos interviews, tout. Et ouais, ça a l'air d'être une bonne personne. Moi, j'aime bien les gens comme ça, simples. Euh, et voilà, donc ouais, déçu. On était quand même deg, même si on savait malheureusement à quoi s'attendre. Ça aurait été une surprise quand même qu'il tape Battle, parce que Battle, c'est quelque chose. Et Battle, ça a été quand même le méchant de la soirée. Ouais, il a ramené un vrai truc quand même à ce combat. Il a ramené un vrai flow. Le public l'a hué, mais vraiment hué. Il a fait du sale. Ensuite, il a fait des doigts d'honneur à toute la salle. Le discours, on ne pouvait pas entendre le discours de Battle parce que le public criait trop. Donc vous l'avez entendu parce qu'il a été capté par les micros de l'UFC, mais nous, on ne pouvait pas l'entendre parce qu'en fait, le public couvrait son post-fight au micro et du coup, on l'entendait pas parler. Et ouais, non, matchmaking, mauvais matchmaking. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi on foutait Battle. Battle, il est fort, Battle. J'ai pas compris pourquoi on foutait Battle devant Kevin Jousset, qui est là, quoi. C'est son troisième combat, je crois. Si tu comptes le contender, c'est ça, il a fait un contender pour rentrer. Donc, ouais, c'est son troisième combat. Brian Battle, c'est quand même de l'expérience. Voilà. C'est surtout stylistiquement que c'était dur, Brian Battle. Et voilà, pour finir, j'ai été assez déçu par le fait qu'il n'a rien à proposer, en fait, Kevin. Il n'avait rien à proposer, en fait. Il avait rien à proposer. En fait, c'était à sens unique et il a rien proposé. Donc, de ses dires, alors apparemment, il aurait été touché au corps au premier round, mais ce qui m'a étonné, et il y a quand même Eugene Berman, il y a quand même le coach de Adesanya dans le coin, il y a ce qu'il faut, tu vois. Il y a un mec d'expérience dans le coin, tu vois. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait aucun ajustement de fait, en fait. Et on restait toujours dans la même dynamique où tu avais un brain battle à l'intérieur qui boxait, qui touchait. Je sais qu'il touchait aussi, mais l'impact des coups n'était pas le même parce que tu avais un striker d'expérience face à un mec qui strike depuis peu. Et il n'y avait aucune adaptation. C'était même carrément Battle qui est venu coller et mixer, en fait. Ouais. Quand on regardait derrière l'écran, honnêtement, ça donnait une impression légèrement différente. Ça donnait l'impression que Jousset touchait plus fort, mais par contre que le volume était divisé par 10 comparé à Battle. Battle, il touchait beaucoup, beaucoup plus. Et que forcément, sur le temps, enfin, l'impact était trop grand, quoi. Mais ça donnait l'impression quand même que Jousset était... Mais qui reculait dans l'impact des coups. Oui. C'est ça le truc. C'est Jousset. En fait, c'est toujours pareil. Tu vas toucher un mec, mais si tu le touches, tu le touches. Mais en fait, tu fais que de reculer, ça veut dire quelque chose, tu vois. C'est vraiment, il les mangeait comme des bonbons, en fait, les coups. Battle, on a senti que ça le dérangeait pas d'aller au feu. Parce qu'il sentait qu'il n'y avait pas le même impact, en fait. Et il a cette boxe un peu robotique, Kevin Jousset. Alors, tu vois, il fait du mimétisme, tu vois, il fait les feintes d'Adesanya, tu vois, il a un peu les moves d'Adesanya, et ça marche pas forcément pour lui, je trouve. Ouais. Tu vois, donc je sais pas si c'est bon pour lui en vrai, parce que lui, il est raide, et du coup, surtout au niveau de la défense en striking, c'était compliqué. Moi, ce qui m'a étonné, effectivement, c'est que techniquement, il est arrivé avec une sorte de style de contreur qui lui va pas très bien, je trouve. Il faisait effectivement les feintes contre la cage ou des trucs comme ça, ou des petits, tu sais, des trucs où on sentait qu'il attendait un coup pour pouvoir en rendre un. Mais moi, je vois un physique comme ça, je trouve qu'il a un gros physique, Kevin. Je l'imagine plus avancer, mettre la pression et y aller, tu sais, te faire suffoquer comme ça. Donc j'ai trouvé ça bizarre d'ajouter un style de contreur à ça. Voilà, après, effectivement, c'est le style de son team, je pense. C'est le style ils font un peu tous comme ça. Enfin, peut-être Hooker, c'est différent. Peut-être Hooker, il est moins dans le contre, il avance un peu plus.
Ouais. Mounir, t'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai été agréablement surpris par l'accueil du public vis-à-vis de Jousset, qui est pas aussi connu que les autres Français qui étaient sur la carte. On entendait bien que le public était bien content de le voir. Concernant son style de combat, Jousset, j'ai l'impression qu'il essaye d'aller contre sa nature. C'est une impression que j'ai, hein, ça n'engage que moi. J'ai l'impression qu'il essaie d'aller contre sa nature. Il essaye d'adopter un style de combat de par le gym dans lequel il est, qui n'est pas le sien. C'est comme tu vas en Thaïlande, tu vas dans le camp de Senshai, tu vas pas devenir Senshai. Tu vas prendre des bribes qui vont t'aider dans ton propre style de combat. Mais de là à faire du mimétisme, sachant que ni tu as la longe d'Adesanya, ni tu as le corps d'Adesanya, et surtout, tu n'as pas l'expérience en pied-point d'Adesanya. Adesanya, le plus gros de sa carrière sportive, elle n'est pas en MMA, elle est en pied-point. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'années de pratique en pied-point qu'en MMA. Kevin Jousset n'a pas ce passif-là. C'est moi, si j'avais quelque chose à lui conseiller, mais moi, je suis personne, hein, je suis un connard lambda, moi, je suis personne. Attends, je Si te le dis. j'avais- Si tu dis aller au Daghestan, je coupe Non, la vidéo. mais arrête. Non, 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 la vérité, je parlais sérieusement, tu m'as coupé dans mon élan. Moi, Vas-y. si je peux lui conseiller quelque chose, c'est ne va pas contre ta nature. Tu peux prendre des bribes à droite, à gauche pour agrémenter ton style. Un peu comme une armure. Garde ton armure, tu veux rajouter une épaulette, tu veux rajouter un cas, rajoute-les, mais n'enlève pas tout. Garde ton style, garde ton style. Et le combat qu'il fait contre Kiefer Crosby, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Et ça n'a Ouais. rien à voir avec ce qu'il fait contre Battle. Ça n'a rien à voir. J'ai eu l'impression que c'était pas le même mec qui était dans la cage. C'est pas la même opposition après. Même oui, mais c'est même pas question d'opposition. Il y a un moment donné, il n'a pas pris un coup, il est tombé KO. Il y a eu des échanges de coups, il y a eu des échanges en anglaise entre les deux. Quand tu vois que tu envoies ton anglaise, Battle t'envoie la sienne, pendant que tu envoies la tienne, c'est-à-dire il accepte, Battle, il accepte de prendre des coups pour t'en mettre, et à un moment donné, il faut te poser les bonnes questions. Là, c'est un problème soit de fight IQ, soit il surestimait un petit peu trop son pouvoir de knockout. Et je trouve qu'il n'a pas exploité suffisamment son bagage de judoka. Je trouve qu'il n'a pas suffisamment exploité. Mais Battle, il a raison, TFS, Battle, c'est un bourbier. Battle, c'est un bourbier parce qu'il est, c'est pas Vettori, hein, mais il est bon partout. Il sait tout faire. Dans une cage, il sait à peu près tout faire. Et quand il essayait de le bodylock contre la cage pour ensuite essayer de placer son judo, on a bien vu que ça passait pas. Ouais. Ça passait pas. C'est vraiment, encore une fois, je rejoins TFS, il a raison dans ce qu'il dit. C'est un step-up un peu trop haut pour lui. Mais là, Je le pense qu'il y truc a vraiment qui eu. m'a déçu dans cette histoire, c'est le manque de fight IQ. Il y a un moment donné, quand ton plan A ne fonctionne pas, tu dois avoir un plan B. Quand tu vois Ouais, que tu échanges je en pense qu'il y a striking eu des avec Battle, problèmes de. tu prends des coups, tu dois trouver autre chose. Tu ne peux pas rester sur ce même rythme en pensant que je force, de toute façon, ça va passer. Non, passe à autre chose. Ouais, je pense qu'il y a eu des problèmes de cardio aussi. Bon, c'était lié au coup qu'il a pris, forcément. Il en a pris au Les coups, corps et ça tout, ça t'entame. Hein. épuise. Pardon? Les coups, ça t'entame. Hein. Le cardio, Ouais, c'est ouais, lié ouais, au ouais. coup que tu prends. Et je me suis dit à un moment, mais pourquoi il fait pas comme beaucoup de combattants font, c'est-à-dire quand vraiment il sent qu'il est cramé ou qu'il est touché, essayer de chercher le takedown, au moins pour se reposer, quoi. Au moins pour aller contre la cage, pour faire un truc, pour trouver une position où t'as un peu de répit. Changement de niveau, il en a tenté zéro. Le C'est seul changement dommage. de niveau qu'il a entre guillemets tenté, c'est je connais pas les prises de judo, hein, c'est pas mon domaine. Mais à un moment, il essaie de crocheter la jambe de Battle pour l'emmener au sol et il échoue, il rate. En dehors de ça, à proprement parler, il y a zéro changement de niveau. Il essaye pas. Ouais. Il se dit on va y aller en striking, mais non, t'as bien vu que ça passe pas. Ouais. Mystic Matt, ce combat t'a brisé le cœur, j'imagine. Ouais, hein, franchement, je pense qu'on avait. Enfin, je pense même en étant un peu derrière, je sais beaucoup même, vu qu'on l'a eu sur la chaîne, tout ça, on a un peu sous-estimé Battle. En plus, Battle, c'est un combattant que j'apprécie quand même pas mal. J'avais bien aimé quand il avait tourné le teuf. Et ouais, franchement, c'était compliqué. Mais comme il l'a dit dans le AMC Fighter Club, le coup de genou qu'il a pris, il a vraiment tout changé. Il a pas pu. Il a dit même ne pas avoir. Mis en place du coup son game plan en fait. Et ça a tout changé en gros. Ce coup, il a tout changé. Après, du coup, il est parti à la guerre
Sauf que faire la guerre avec Battle, c'était la pire idée. Et après, ouais, franchement, c'était difficile à voir, hein. Il a vraiment beaucoup pris de coups. Ouais. C'était vraiment difficile, hein. Mais ouais, franchement, la marche était trop haute, je pense, aussi. Surtout en plus en France, comme ça, c'était une erreur de matchmaking, comme a pu dire TFS. Mais ouais, franchement, c'était triste à voir. Pour le coup, ça a vraiment mis un coup après les deux gros KO qu'on a vus de Fares et de Morgan. C'était difficile de passer de ça à Kevin Jousset qui a vraiment pris beaucoup, beaucoup de coups. Pour moi, c'était vraiment ça faisait partie des deux moments sombres de la soirée, quoi. J'ai le mal vécu. Voilà. On passe au combat suivant. Celui-là, il a surpris. Alors, en off, j'avais dit juste avant que si je voyais un upset, c'était celui de Gomis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que Gomis, je ne savais pas trop exactement juger son niveau, parce qu'on l'a vu dans des conditions qui étaient quand même spéciales. On l'a vu contre Gemouri, on l'a vu. C'était un combat qui était bizarre. Pour moi, c'était pas vraiment un combat contre Gemouri. Et là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, donc très très dur d'estimer son niveau. Et je trouve qu'il a remporté une décision split contre Brito. Déjà, Matteo, Mounir, je crois que vous devez des excuses. Qui avait dit des trucs sur Gomis? Non, même pas, hein. Je crois qu'on Si, avait été mesuré, on avait dit qu'il y avait la place, mais que Ouais. c'était quand même Ah compliqué non, non, parce que non. c'était un bourbier, Brito. Non, c'est Mais Mounir. Non, 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 faut dire la vérité. On a dit qu'il allait se faire éteindre. ouais, on a dit qu'il allait perdre, mais quand même qu'il y avait la place, quoi. Ah non, 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 on était. De toute façon, la vidéo, elle existe, hein. On a dit qu'il allait se faire éteindre, qu'il allait se faire probablement soumettre. La seule truc qu'on a dit, c'est que probablement, il n'allait pas se faire TKO parce que c'est son domaine, le striking, Gomis. Il ne va pas se faire TKO par Brito comme ça. Mais on pensait qu'il allait se faire sub sur un changement de niveau. Brito l'amener au sol et l'endormir. Mais moi, je reconnais mon erreur. Gomis, Mm. t'as un grand. Ah ouais, T'es moi, il m'a fait taire bien aussi, plus hein. grand, t'es bien plus grand que je l'imaginais. Bien que, de toute façon, j'ai toujours une nuance à mettre. Bien que je ne comprends toujours pas ton game plan, je ne comprends toujours pas ta manière de combattre. Tu arrives à sortir des décisions des décisions limites. Je sais pas comment tu fais. Tu y arrives à chaque fois, pourvu que ça dure. Et au passage, outre-Atlantique, ils sont pas d'accord avec le scoring, hein. Pour eux, C'est Brito. vrai, il y a eu beaucoup de gens qui ont contesté. Ouais, en tout cas, moi, je suis très fier d'avoir eu la lucidité de ne pas me prononcer sur ce combat. Voilà. Comme ça, maintenant, je peux vous Excuse, regarder, vous juger. moi, je me cache derrière rien du tout. Pour moi, il allait se faire éteindre premier, deuxième round. Parce que je regarde, avant de statuer sur un combat, j'essaie de regarder les 2-3 derniers combats. Ça sert à rien de regarder toute leur fightologie, ça sert à rien. 2-3 derniers combats. Et au vu des styles, en fait, ce qui était intéressant dans ce combat, c'est que le style de l'un est un bourbier pour l'autre. C'est-à-dire que le style de Brito, c'est un bourbier pour Gomis, et le style de Gomis, c'est un bourbier pour Brito. Sauf que Brito, il a des capacités de finalisation que Gomis n'a pas. C'est pour ça que j'ai penché côté Brito. De par son explosivité et de par son niveau en grappling qui est très largement supérieur à celui de Gomis. Mais Par forcément, contre, le stade, Gomis, c'est que... au sol, je trouve qu'il a un calme de ouf. Quand il Moi, s'agit de défendre. moi, c'est sa lutte qui m'a choqué. Il a contrôlé. Combien de temps il a contrôlé Brito contre la cage sans problème? Ouais. Et quand tu regardes le face-off pendant la pesée, la manière dont il l'attrape, tu te dis putain, il va passer un mauvais quart d'heure en grappling Gomis. Finalement, non. Finalement, c'est. Franchement, bravo William. Bravo. Yes. Bravo. Et on attend la suite avec intérêt. Ok. TFS, est-ce que tu as apprécié voir Gomis croire en son destin? Oui et non. Dis-moi. La force de Gomis, c'est vraiment incroyable. Il rend les gens ennuyants, même les gens comme Brito, c'est incroyable. Déjà, sur le public, il y avait moins de soutien pour Gomis. Ça s'est vraiment senti. Je trouve qu'il y avait moins de soutien pour Gomis. Donc voilà, les gens, je pense qu'ils n'apprécient pas forcément plusieurs choses. Le style de combat, je peux comprendre. Donc moi, j'apprécie qu'il gagne, qu'il est ambitieux, qu'il se donne les moyens et qu'il y arrive. Donc ça, on est forcé de respecter et d'apprécier. En tant que Français, en plus, vu qu'il est Français. Mais après, son style, ouais, non, moi, j'ai vraiment du mal avec son style. Hein. C'est vraiment... Ah là 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 là. Et en plus, c'est vraiment un style à part entière. Hein. C'est bien de chez nous. Hein.
si vous essayez de trouver un Américain, par exemple, qui arrive à gagner des combats comme lui, ça n'existe pas. Hein. Quand tu parles de mec ennuyant, tu vas parler de Belal. Et encore. Belal ennuyant, il faut pas. Je pense que c'est. Il fait beaucoup de décisions, mais il y a quand même de l'action dans ses combats. Tu vois, il C'est quand même avance. très Il y très a de l'anglais. ennuyeux. Hein. Belal, Pas au point de Gomis. ces derniers combats, ça allait, franchement. Belal, mais il arrêtez d'abuser avec ça. Arrêtez Non, d'abuser non, non, avec ces lui, derniers ennuyeux, combats, ça Belal. allait. Ça Le allait. combat Et qu'il le fait reste de la contre carrière, Edwards, mon il est Dieu. solide. Le combat qu'il fait contre Brady, il est solide. Le combat qu'il fait contre Burns, il est solide. Faut arrêter avec Bilal ennuyeux. Ça fait 3 combats qu'il est en train de vous prouver qu'il est plus du tout ennuyeux. Non, mais c'est pas de la hauteur de Gomis. Gomis, c'est trop abusé comment il arrive à. Et ouais, ce qui m'a surpris aussi, c'est comment il arrive à coller Brito à la cage. Et après, Brito aussi, le truc, c'est qu'il a vraiment pas de fight IQ. Quoi. Genre, c'est vraiment le mec, il avance tout droit, il mouline. Et des fois, il frappait dans le vent. C'était incroyable. Mais ouais, non, franchement, Gomis, c'est impressionnant ce qu'il a fait parce qu'il a quand même battu quelqu'un de très fort. Donc, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, le public, il a moins soutenu que les autres. Par contre, ça, je l'ai senti. Ouais. Je crois que le public a du mal avec sa façon de communiquer parce que Gomis, quand il prend le micro et tout, il y a un truc un petit peu Disney, quoi. Je suis pas sûr que ce soit que ça. Je pense que Ouais. son management y est pour beaucoup. Hein. Ouais. C'est mon avis personnel. Je pense que l'entourage de Gomis fait qu'il est moins soutenu. Parce que son entourage, on va pas citer des noms, mais il y a un historique autour de son entourage qui fait que les gens n'ont pas tellement envie de le soutenir. Pas contre lui personnellement, mais surtout à cause de son entourage. Je crois que c'est un dommage collatéral. Il subit. C'est ce que je pense. D'accord. Mathéo, un petit mot sur Gomis? Des excuses à faire, toi Ouais, aussi franchement, il a été vaillant, franchement. C'était parfait. Il a été très calme. Franchement, son calme, c'est incroyable. Depuis le début de la pesée, ou quand Brito il essaie un peu de rentrer dans sa tête, et pendant tout le combat, il n'a pas craqué à un moment. Et en plus, face à Brito qui met la pression constamment. Et ouais, Brito, gros problème de fight IQ. Il tente des soumissions qui peuvent pas passer. Et il s'adapte pas du tout. Il continue sur ce qu'il fait. Et ouais, William, il a vraiment ce style de gratter les points pour prendre les rounds. Et je pense que tous ces combats, en tout cas dans ce genre de style, avec ce genre d'opposition, ça sera tout le temps serré. Donc ouais, franchement, sur le scoring, moi j'ai vraiment le deuxième round où je suis sûr de le donner à Brito. Et même le troisième, même s'il est serré, je le donne vraiment à Gomis. Le gros point d'interrogation, c'est sur le premier. Mais ouais, franchement, c'est une décision partagée. Sur le moment, je la voyais à Gomis, la décision. Mais j'ai pas regardé le combat. Moi, j'ai Et entendu de tout. J'ai entendu des gens qui donnaient à Gomis, des gens qui donnaient à Brito, des gens qui étaient sûrs que c'est un vol. Et j'ai un peu tout entendu. ouais, mais en tout cas, ouais, enfin, il a fait taire beaucoup de monde, en tout cas, c'est fort. Franchement, respect. En fait, ce que les Américains disent, c'est que si le combat il s'était déroulé ailleurs qu'à Paris, Brito Ouais. aurait été déclaré vainqueur. Moi, je sais pas à quoi on pensait de ce genre de truc. On crée toujours au vol dès qu'il y a des combats qui sont serrés. On appelle toujours à la triche, au favoritisme. Je sais pas trop, franchement. Des fois, quand on regarde à tête reposée, on score, on essaie de se dire, bon, on se met dans les règles. L'important, c'est les dommages qui sont causés, les dégâts qui sont faits au cours d'un round et tout. Bon, des fois, on a des trucs différents. Là, je vais pas vous mentir, je l'ai pas regardé. Non, Donc, mais là, faudrait voir. on peut pas parler de vol. C'est un close fight. Là, c'est un close fight. On peut pas parler de vol. C'est-à-dire que Pourtant, ça parle de vol. Hein. le fait qu'on puisse juger que ça puisse aller d'un côté comme de l'autre, de base, c'est pas un vol. Ça veut dire que le combat est serré. C'est pas un combat level O'Malley Petrian où là, il y a clairement un vol. C'est impossible de le donner à O'Malley le combat. Là, ça peut aller des deux côtés et les deux ont des arguments. Ça veut dire qu'en partant de ce postulat-là, c'est un close fight. C'est-à-dire que si tu pars du principe que c'est un close fight, par définition, c'est pas un vol. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, Gomis qui a fait fermer des bouches aussi et qui en a ouvert d'autres aux États-Unis. C'est comme ça. Mais voilà, content pour lui. Et on soutient évidemment. Co-main event de la soirée. Là, c'était bizarre comme combat. Parce qu'on s'entendait à un masterclass sens unique. Tout ça, un combat un peu plus pour combattre que pour, je sais pas, pour prendre un adversaire. C'était
Nassourdine Imavov contre Brendan Allen. Donc vraiment, on s'attendait à quelque chose de sans équivoque. TFS. Bon, j'imagine il y avait le soutien. Nassourdine avait l'air content d'être à Paris. Mais voilà, il s'est passé un truc bizarre. Premier round, il était collé au sol et Brendan Allen qui a essayé annuler le combat, quoi. Il a essayé de bloquer les choses. Comment vous l'avez vécu dans les tribunes? Ouais, bah, Nassourdine, ouais, beaucoup de soutien. Après, Nassourdine, pour moi, Paris, c'est pas bon pour lui. Trop de pression, trop, entre guillemets, trop peur de perdre. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais je me comprends. Du coup, ça lui met énormément de pression. C'était un combat difficile. Brendan Allen, c'est pas n'importe qui. Les gens, ils savent pas forcément. Je le répète, je suis très répétitif ces derniers jours, mais Brendan Allen, pour moi, il est vraiment fort. C'était 7 victoires d'affilée. C'est quelqu'un de très fort au sol, qui a beaucoup d'étranglements, qui a développé sa boxe, qui a beaucoup d'expérience, exactement. Donc, voilà, Brendan Allen, c'est pas n'importe qui. Et c'est un combat bourbier dangereux. Donc, ouais, premier round, là, il y a eu une petite clean dans la salle, hein, une petite froideur, hein, ouais, c'est vrai qu'en fait, ouais, non. Franchement, c'était tendu, hein, parce que Allen, très, très vite, il amène au sol Nassourdine. Hein. Très vite, il met en place. En fait, c'est pareil pour Morgan, Fares, BSD, Nassourdine, les 4. Premier round, dès le début, ils se font amener au sol, contrôlés, ils sont dans la merde. Et ouais, non, moi, en fait, quand Allen le met au sol, je suis pas tout seul, tu vois, et je suis en mode, bah, tu vois, je t'ai dit quoi? Tu vois, vraiment, tu vois, je t'ai dit, alors, eh. Les gens, ils s'attendaient à ce que ça le roule dessus, et non, pour moi, c'est quand même une belle victoire, parce que Allen, c'est pas n'importe qui. Quand tu prends des mecs comme ça qui sont sur des grosses, qui ont une hype, parce que lui, il a une petite hype aux États-Unis, c'est pas une star, mais il a une petite hype dans le sens où il est respecté sportivement. Les gens n'ont pas forcément envie de l'affronter. Et non, c'est une belle victoire parce que du coup, j'aime bien ce truc de tu veux devenir champion, bah faut battre tous les mecs qui sont dans ta KT, enfin tous les mecs qui sont dans le ranking derrière avec toi dans le top 10 et dans le top 5. Bah là, bah, c'est ce qu'il fait tout doucement. Il commence à battre beaucoup de mecs. Hein. Mais c'est pas une victoire laborieuse. Il y en a beaucoup les gens ils sont mitigés là-dessus. Moi, je trouve que c'est une belle victoire. Ouais, c'est vrai que j'aurais bien voulu un KO de fou, un truc dans le genre. Mais ouais, Brendan Allen, c'est compliqué. Et voilà le menton, quoi. J'ai plus trop de batterie par contre. Si jamais ça coupe, il me reste 8% de batterie, ça risque de sauter. Marche. On va faire ça. En tout cas, ouais, premier round, c'était pas forcément ce qu'on voulait, mais après, il a repris le contrôle du combat. Deuxième, troisième, c'était à sens unique. D'ailleurs, est-ce que le premier takedown, est-ce que c'est pas une question de concentration? Est-ce que c'est pas lié à la salle, à la pression, etc. TFS? Ah, 2 secondes. Ouais. Vas-y. Je crois pas que ça va charger de fou si je suis dans la voiture. Ouais, non, je pense que. Non, c'est juste. Non, Brendan Allen, il fait une super entrée. Parce qu'en fait, il a une façon de rentrer. Allen, c'est très compliqué de défendre. Il rentre très haut, en fait, il rentre en gréco. Et non, je pense que c'est même pas lié à la concentration. C'est juste à Allen qui est opportuniste, c'est son jeu. Oh, ok. Ouais, j'ai plus de batterie, ça va couper d'un moment à un autre, hein, je pense. Ça marche. On fera une autre vidéo pour la. Du coup, le son est dégueulasse, là, c'est normal. J'ai enlevé le kit main libre. Ça marche. Bah, Mathéo, rapidement, Nassourdine. Bah franchement c'était en tout cas ce que j'ai beaucoup aimé c'est après le premier round on va dire bah on sait qu'il a perdu. Les conseils de Nicolas Haute dans son coin très très calme, il lui dit exactement ce qu'il faut faire et il repart parfaitement dans le sens où là on perd le premier round mais l'objectif c'est de striker, de rester debout et de marquer ses points et il l'a fait exactement. Enfin, quand il revient dans le deuxième round il revient vraiment conquérant Imavov et il le fait payer directement. Il a vraiment sorti des grosses proles aussi. Franchement, sa takedown defense a été parfaite après. C'était beau. Franchement, ouais, franchement, c'était très très fort. Et il a vraiment fait payer debout Allen. Bon, heureusement, il a un gros menton parce que franchement, il y en a certaines qui passent où ça fait très très mal. Et après le troisième round, il était un peu plus serré. On a vu que, enfin pour moi, il y a encore beaucoup de gens qui disent que Imavov a des failles dans son cardio. Je pense qu'il n'a pas un cardio exceptionnel, mais je pense que là, il savait que c'était un 3 rounds. Donc il est allé à fond.
Et il a surtout peut-être essayé de chercher le finish au deuxième round. Forcément, il s'est fatigué un peu plus vite. Pour moi, c'est plus la gestion de son énergie qu'il a du mal Alors à moi, c'est faire. ce que je disais, c'est ce que j'ai dit à la preview. Maintenant, je suis un peu plus mitigé. Je pense qu'il y a aussi un problème de cardio. Voilà, je le dis. C'est possible. Moi, j'attends de voir encore. Mais ouais, c'est vrai que, en tout cas, la perf, elle est solide. Même s'il perd le premier round, il s'est pas affolé. Il est Ça revenu marche. parfaitement. Donc, c'est fort. Mounir, déçu du combat ou ça va? Non, pas tellement déçu. Et je veux juste rebondir sur ce que vous dites sur le cardio. C'est vrai, et c'est d'autant plus vrai parce que, et là je rejoins TFS, il faut pas qu'il combatte chez lui. Il faut pas qu'il combatte en France. En fait, quand tu rentres dans la cage, ou quand tu montes sur un ring, ou quel que soit le sport à adrénaline que tu vas faire, quand tu rentres, il y a une grosse partie de ton cardio qui est déjà bouffée d'entrée. Ouais. La pression, elle te bouffe une partie de ton cardio c'est automatique. Et ça, c'est avec l'expérience, même avec l'expérience, tu sais très bien qu'en rentrant sur le ring, qu'en montant dans la cage, il y a une partie de ton cardio qui va partir. La pression, en fait, la pression, elle joue contre toi, malheureusement. Elle va te prendre une partie de ton cardio. Et je pense que Nassourdine, là où il a le plus de pression, c'est à la maison. En C'est pour ça plus, que, Nassourdine, il a toujours été un combattant émotif, hein. Ça se voit, ça s'est vu dans beaucoup de combats contre Buckley, oui, enfin, mais c'est pour faire la corrélation. Quand tu vois le combat qu'il fait contre, comment il s'appelle le Georgien? Comment il s'appelle le sixième, Roman le Dolidze. Ouais, le combat qu'il fait contre Dolidze, il fait un 5 rounds. Je ne ouais. le vois pas particulièrement mort à la fin des 5 rounds. Là, au bout de 2 rounds, Nassourdine était mort, Ouais. physiquement mort. Et moi, j'ai l'intime conviction, en tout cas, c'est mon constat, peut-être que je me trompe, et je me trompe, mais moi, c'est mon constat, je pense que la pression l'a bouffé. Ouais. Et comme je le dis, je le dis par expérience, la pression, elle te bouffe ton cardio. Déjà, parce que tu as peur de mal faire. Et même si j'arrive pas à mettre des mots dessus, c'est tu rentres dans la cage, tu lèves la tête, les gens ils sont là pour toi, tu es chez toi, ça te fout une pression de malade. Ouais. Et au-delà de ça, j'ai envie de m'en prendre un petit peu aux fans de MMA français. C'est pas parce qu'on est chauvin qu'on doit s'empêcher d'être objectif. Brendan Allen, c'est pas un petit de la Courneuve. Brendan Allen, c'est un combattant qui a le double de l'expérience de combat de Nassourdine Imavov. C'est quelqu'un qui est bien installé dans le milieu du MMA depuis bien plus longtemps que Nassourdine, qui est à l'UFC depuis bien plus longtemps que Nassourdine. C'est un mec d'expérience. Ouais. C'est pas un faire-valoir qu'ils lui ont mis, c'est un vrai test. C'est un vrai combattant solide qui Même nous en attend de lui. amateur, champion du monde IMAF en amateur aussi. Oui, les gens l'ont traité comme le numéro 9 de la KT. Regardez son parcours. Le mec, il a une expérience de fou. Et quand je regardais sur Twitter les Français, comment ils parlaient de Allen, c'était juste un nom à rayer de la liste. Donner Ah, du il y en a beaucoup respect. qui connaissent pas, hein, aussi. C'est pour ça que là, je tape un petit peu sur les fans de MMA Ah, il français. faut. Et on en parlait justement lors de la preview. Pourquoi cette carte-là, c'est celle qui me hype le plus personnellement? C'est par la qualité des oppositions. Allen, c'est solide. C'est pas un faire-valoir. C'est vraiment solide. Pour la sourdine, on attend la suite. Malheureusement, moi, je pense, ça n'engage que moi ce que je vais dire, la performance qu'il a établie contre Allen, pour moi, ça le prive d'un title shot. Je pense qu'il y a une étape supplémentaire à faire. Et c'est cette étape supplémentaire, moi, j'ai que 3 noms en tête. J'ai vraiment que 3 noms. J'ai soit le perdant, malheureusement, parce que le vainqueur ira directement au titre, le perdant de Whittaker Shimaev, soit Strickland, soit Adesanya. Ok. Parce que regarder derrière, c'est comme Poirier, c'est le même délire que Poirier. Poirier, il a regardé derrière, il a tabassé BSD, après il est parti voir Makhachev direct. C'est bien, tu as regardé derrière, tu as rendu service à la compagnie, maintenant on suit la logique du classement. Et dans la logique du classement, il n'y a que ces 3 combats qui font sens. Donc Ouais. ce sera forcément l'un des 3. Et de ce que j'ai pu comprendre, Nassourdine, il aimerait bien Adesanya. Ok. Franchement, ouais, ça me va très bien de voir ça aussi. Alors, on va se dépêcher un petit peu pour que TFS puisse dire son mot sur le combat principal de la soirée. Benoît Saint-Denis contre Renato Moicano, et ça s'est mal passé. Alors, TFS, parle-nous-en de l'intérieur. Ouais, bah c'est là où il y avait le plus de bordel dans la salle. Là, tout le monde était là, rempli à bord, ça faisait énormément de bruit. Et le héros national était là, tu vois, tu sentais que ouais, il y avait une ferveur. Et ça s'est vite calmé.
vite calmé. Moïcano qui fait une véritable dinguerie. Hein. Il chope le middle, il passe dans le dos. Il take down et là, il ragdoll au sol Benoît Saint-Denis. Il lui laisse pas la moindre chance. Alors moi, j'en ai parlé encore et encore. Au-delà de tout ce qui est autour, tous les polémiques, le coaching, les blablabla. Pour moi, Moïcano fait un super combat d'attraper le middle passé dans le dos et Moïcano fait aucune erreur au sol. BSD défend très bien au sol, sauf que tu as une black belt qui a un temps d'avance sur toi. Quand tu as une vraie black belt qui a un temps d'avance sur toi, tu peux être black belt aussi, tu peux être très bon. Tant qu'il a un temps d'avance, si tu n'arrives pas à le récupérer, c'est mort. Le grand endpoint magnifique de Moïcano, franchement, enfin, voilà, une dinguerie, quoi. Donc, avec voir un, sans voir un, meilleure prépa, pas meilleure prépa, États-Unis, la planète Mars, en fait, je sais pas, je sais pas en fait si BSD, il y a un monde où il aurait gagné vraiment ce combat, en fait. On avait des doutes. Moi, les seuls doutes que j'avais, c'était au sol. J'avais peur au sol parce que Moïcano, il est fort au sol et il revient vers ses racines, vers back to the roots, quoi. Il revient vers sa plus grande force. On sait qu'il a énormément d'étranglement arrière. Il a annihilé Drew Dober au sol. Il a annihilé Jalin Turner au sol après s'être fait knockdown presque KO. Donc, ben voilà, on s'est hypé, on était biaisé, ce qui est normal, on était biaisé. Et voilà, ça a une vraie clim. Là, en l'occurrence, le terme, il est bon. Il faisait froid d'un coup. Il n'y avait plus un bruit. Et on voyait BSD se faire découper devant nous. Et en fait, ouais, bah moi, ça m'a fait mal au cœur sur le coup. Vraiment, ça m'a fait mal. Vraiment, ça m'a vraiment fait chier, tu vois. On était vraiment mal à l'aise, en fait. Parce que bah, la scène, c'est que tu as un mec qui est en train de se faire tabasser et il peut littéralement rien faire. Il peut rien faire parce qu'en fait, il a mis un middle à Moïcano. Deuxième middle, Moïcano, là, il l'attrape et c'est fini. C'était les game plans, je pense. Hein. Ouais, ouais, clairement. Il a droppé des vidéos d'ailleurs où on le voit le travailler, ça. Mais deuxième round, BSD revient. Mais en vrai, Moïcano, il a la clavicule pétée. Il fait durer le combat. Moïcano, il a l'expérience énorme d'avoir affronté. Il a affronté des stars, des José Aldo, etc. Il sait que ça ira pas jusqu'à la fin. Il voit BSD. Il sait qu'il peut laisser filer les rounds, perdre le 2, il peut perdre le 3. Il sait qu'à coup de jab, le combat va s'arrêter et que même, il devrait déjà peut-être même être arrêté à la fin du premier round. BSD, il est défiguré, il a un œil fermé, l'autre qui est en train de se fermer. Il sait que c'est qu'une question de temps. Donc, pour moi, il laisse partir ce round. La blessure à l'épaule, il est pour quelque chose aussi. Mais il y a l'expérience. En fait, c'est tout. Moïcano, il était plus fort. Voilà ma réaction, c'est Moïcano, il a fait une vraie perf. Et maintenant, la question qu'il faut se poser peut-être aussi, c'est où est-ce que se situe vraiment le niveau de BSD en vrai? Parce que Moïcano, on ne l'a jamais vu vraiment ragdoll quelqu'un comme ça au sol. Il a battu Drew Dober, mais il n'a pas mis un tel grand impact sur Drew Dober. Il n'a pas tué Drew Dober comme ça. Il a tué Turner parce que Turner a donné son dos. Il a grand impact Turner. Il y a eu un ascenseur émotionnel aussi pour Turner qui l'avait mis KO au premier round. Turner, on l'aurait largement pu gagner. Là, il y avait un mood bizarre, tu vois, dans la salle. C'était malaisant, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu dirais que BSD a fait des erreurs en lutte? Parce que tu as parlé du sol, tu as parlé de debout, mais en lutte, moi j'ai vu des trucs bizarres. Qu'est-ce que t'en penses? Non. En fait, Moïcano, il a bien préparé la papillon de BSD. Dès que BSD a mis sa papillon en place, Moïcano, il s'est placé où il fallait. C'est tout. Il s'est bien placé. Après, dans la demi-garde, il s'est bien placé dans le dos, triangle de corps. BSD n'a pas accepté de donner son dos. C'est pour ça qu'en fait, il s'est pris une rafale, une pluie de Grand Pound. Parce qu'il aurait dû se dire, et c'est facile à dire, je te donne le dos, je contrôle les mains, je défends le dos, je perds ce round, tant pis. Un peu comme un Petroyan contre Aljamain Sterling. Vaut mieux perdre le round que être pris en triangle de corps de face et de se faire tabasser. Parce qu'à un moment, il est de profil et le triangle de corps, quand il est bien serré, on l'a vu, par exemple, Pettis se péter les côtes. Quand il est bien serré, tu ne peux pas tourner ou alors tu as une côte qui va sauter et puis même tu es exposé de fou au crochet du mec en grand impact. En fait, fallait pas s'obstiner. En fait, fallait donner le dos. Même si Moïcano est très fort dans ses positions, fallait pas s'obstiner, fallait donner le dos parce que techniquement, tu as perdu. Techniquement, tu as perdu, donc accepte de donner le dos, contrôle les mains. Et ouais, il y a une erreur peut-être stratégique, tactique de BSD. Est-ce que dans son coin, ils auraient dû lui dire donne le dos? Je pense que c'est pas une option en vrai, c'est pas plausible de dire ça. Mais voilà, mais encore une fois, c'est facile à dire. Mais donc non, il fait pas vraiment d'erreur. Il fait pas vraiment d'erreur. Moïcano, il rentre super bien. Comment tu peux t'attendre à ce qu'un mec il chope ton middle, il le décale et il vienne prendre ton dos sur un bodylock? Et en plus, BSD, il réagit bien, il tourne pour remettre le Wither, remettre la défense. Et en fait, Moïcano, il tourne, il coupe la route et il fout sur le cul BSD. BSD met tout de suite en place sa papillon.
Non, c'est juste un mec qui a été plus fort au sol que l'autre, c'est tout. Ok, en tout cas, nous aussi, ça nous a fait mal au cœur. Il te reste combien de batterie, tes fesses? 1%. Bon, ben, on va te dire au revoir maintenant, je pense. Ouais, parce que ça risque de couper. Ah, on t'entend plus. Il faut que tu démutes. On t'entend plus. Des mutes, on t'entend plus. Ah Ouais, oui, sinon les gars, allez-y, réagissez, et puis si je coupe, c'est pas grave. ça marche. Bon, alors, dans tous les cas, si tu coupes, on est ravis de t'avoir reçu, on te le dit. Voilà, pour Merci. ceux qui connaissent Ravi d'avoir pas été TFS, non, je invité. plaisante, tout le monde connaît TFS. Merci les gars. Merci. Voilà. Non, vraiment, merci d'être passé en tout cas. Mais tu continues avec nous, hein. Mystigmat, c'est à ton tour. Ouais, franchement, ça a été difficile de voir ça. C'était terrible de voir dès le début. En fait, c'est parti tellement rapidement. Ça a fait un peu comme Nassourdine. On a pris une clean dès le début. Genre, direct, c'est parti au sol. Et Moïcano, il l'a pas laissé un moment de répit. Vraiment, c'était terrible d'avoir vu, enfin, c'est terrible d'avoir vu ça. On pensait que Saint-Denis, il avait quand même, bah, il a un bon sol, mais là, Moïcano, il a vraiment montré que le niveau, il était vraiment au-dessus dans ce domaine. Et ouais, franchement, c'est, il n'a pas su répondre à ce que Moïcano proposait. Et franchement, c'était pas du tout le scénario que je voyais. Et je sais pas, je pense qu'on a du coup forcément sous-estimé Moïcano, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu non plus le BSD qu'on a vu auparavant. Donc c'est compliqué de voir. Je pense qu'on a un peu surestimé Benoît et un peu sous-estimé Moïcano. C'est même certain de toute façon après une perf comme ça. Et ouais, c'est franchement, ça aurait même dû être pour moi terminé au premier round. L'état de Benoît, c'est terrible d'en arriver là, hein, franchement. Mais ouais, franchement, Moïcano, je suis même dégoûté parce que Moïcano, je le vois difficilement faire quelque chose face aux autres, enfin, face aux gens qui sont au-dessus de lui dans le ranking. Et c'est même choquant parce que j'ai pas de souvenir que Moïcano il ait fait une performance aussi bonne que face à Benoît Saint-Denis ce soir. Donc c'est bizarre de voir ça maintenant, on va dire. Ce Moïcano, il a 35 ans, il a plus vraiment d'ambition de ceinture. Et alors que Benoît Saint-Denis, il est tout jeune à l'UFC, on le voyait vraiment comme un futur top 10, tout ça. Il avait beaucoup d'ambition et même nous, on le voyait comme ça. Et au final, tout ça, enfin, ça met un gros stop, on va dire. Donc là, j'espère qu'il va prendre une bonne pause, une vraie pause et revenir face à quelqu'un hors top 15, histoire de se remettre en selle et après repartir sur un potentiel run. Ouais, moi, je vois quand même pas mal de points négatifs. Bon, il y a la défaite évidemment, les dégâts. Effectivement, je trouve qu'on l'a pas vu comme d'habitude. Il y avait un truc en moins. Il a moins avancé, mais après c'est Bah, technique aussi. il y C'est qu'il avait, a il y pris. avait, il y avait un corner en moins. Hein. Il y avait un corner Il y en avait un moins. corner en moins, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que il était un peu plus, peut-être moins confiant dans son menton, je pense, ce qui est logique après sortir d'un gros KO. Mais le truc aussi, c'est que son game plan, ça joue beaucoup sur ce kick, ce middle du gauche. Donc forcément, quand on joue, on capitalise sur ça, ben, ça joue. Mais voilà, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé en striking. J'ai pas trop compris ce que c'était son but. S'il met pas la pression quand même, c'est compliqué parce que jusque-là, tous ses combats se sont terminés comme ça, quoi. Tous les combats, c'était il mettait la pression, il savait qu'il avait un gros menton, il allait avancer et de toute façon, il allait gagner la bagarre, quoi. Là, le truc, c'est que moi, Moïcano, je croyais pas en lui en tant que champion et tout, et j'y crois toujours pas. C'est ça le problème, c'est que ça en dit plus sur Benoît, je trouve, que sur Moïcano. Moïcano, je sais qu'il enfin, il a déjà montré qu'il avait un menton quand même qui était parfois fragile. Il a montré bon, contre de très bons combattants, hein, ça c'est pas le problème, mais voilà, on sait qu'il a pas un menton indestructible. Son sol, il est fort, mais il a montré contre Dober, contre d'autres gens que c'est pas létal non plus de fou. Il peut prendre des bonnes positions sans forcément savoir finir. Et là, ça a été sale, quoi. Ça a été sale à sens unique. Et puis, moi, je trouve que le médecin n'a pas fait une erreur du tout en arrêtant. C'est-à-dire, des fois, on peut dire oui,
Parce qu'on a envie que ça continue. On voit qu'il gagne le deuxième round, on se dit, voilà, mais voilà, ce qu'a pris Benoît, c'était trop dangereux, quoi. Enfin bon, voilà, moi ça me rend moyennement optimiste. Je sais pas exactement ce qui se passe stylistiquement, mais voilà, je sais pas ce que Benoît essaye de faire, construire dans son jeu. En tout cas, on lui souhaite bon courage, hein, évidemment, et on espère que ça va se remettre en place. Mounir, ton avis sur le combat? Moi, c'est ce que j'appelle une correction. C'est malheureux à dire parce que c'est un combattant qu'on aime bien. On est chauvin, on veut le voir vainqueur, mais il faut arrêter d'être dans le déni. C'est une correction. Il faut arrêter de chercher des excuses. Moi, je partais du principe que son corner a eu une importance capitale dans le fait on a perdu TFS. Bon. Oui, c'était prévu. Force à lui. Ouais, moi, je partais du principe que son corner allait avoir une importance prépondérante dans ce combat-là, mais le corner que j'attendais, c'est pas le corner que j'ai vu en fait. J'étais persuadé que Kamel Jemel allait être dans le corner, parce que c'est Kamel Jemel qui l'a préparé pour ce combat. Il s'est retrouvé dans les tribunes, j'ai pas compris. Et la personne l'a mieux qualifié dans son corner pour lui donner des conseils et l'aider à réadapter son game plan en fonction de ce qui se passe au premier round. C'était Guillaume Pelletier. Force à Guillaume, hein, j'ai rien contre lui. Mais bon, c'est pas ton métier, chacun son métier. Comment se fait-il que le mec qui est préparé BSD ne soit pas dans son corner? Je pose la question, comment se fait-il qu'il soit dans les tribunes et pas avec lui dans la cage? Ce n'est pas une excuse, encore une fois. Je ne suis pas en train de chercher une excuse à BSD. Il ne faut pas être dans le déni. Il a perdu, il est tombé sur meilleur que lui. BSD, en fait, là, la leçon qu'on a tirée sur ces 2 derniers combats, c'est que quand tu cherches à faire du BSD, à savoir faire la bagarre avec quelqu'un qui aime la bagarre et qui est doué là-dedans, à la personne de Dustin Poirier, bah, tu perds. Et je pense que ça aurait été le même cas de figure avec Justin Gaethje. Des vrais brawlers, des vrais bagarreurs de métier. C'est pas parce que tu aimes la bagarre que tu es forcément excellent là-dedans. Après, là, on parle de Dustin Poirier. Gagner à la bagarre contre lui, c'est compliqué, quoi. Oui, voilà, mais ce que je dis, c'est que même dans le cas de Justin Gaethje, je pense, ça aurait fini pareil. Oui, Même ouais. pour Rafael Fiziev, ça aurait fini pareil. C'est que tu as un niveau de bagarre qui correspond à top 15, quoi. C'est top 15, c'est pas top 10 ce niveau-là. Mais c'est dur à le dire, je pire, trouve. C'est dur à et dire le parce pire, que le pire contre encore, Poirier, par exemple, il y avait des problèmes de cardio. Enfin, c'est dur à dire, honnêtement. mais le pire de ça, le pire de tout dans tout ça, c'est que quand BSD va venir chercher la bagarre, mais que toi, tu veux pas te bagarrer avec lui, Moïcano, il n'a pas cherché à se bagarrer avec BSD. Il n'a pas répondu, aux agressions et à la pression de BSD en lui répondant de la même manière qu'il l'a agressé par du striking et en se bagarrant avec. Non, 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 moi je chope ton middle, je t'emmène au sol. Moi je cherche pas à comprendre. Et ça peut devenir un problème. Ça peut devenir un problème parce que Moïcano, autant il est excellent dans son domaine, il est vraiment bon. C'est un ancien featherweight, alors que BSD, on n'est pas loin des Walters, physiquement parlant. Ça veut dire que Ah, je l'ai trouvé gros, hein, Moïcano, quand même. Dans la cage, non, vous avez pas trouvé? Bah, après, en tout cas, avant le combat, BSD avait l'air vraiment. Bah, de toute façon, il avait pris un nutritionniste pour ce combat-là. Il avait l'air vraiment plus fin, d'avoir mieux géré son coaching. Ah ouais. et je vais conclure dans ce que je dis. Je pense que il faut un corner fixe avec des gens Mhm. qui veulent, comment on appelle ça, des mecs qui vont tout le temps dans ton sens. Ah, pas Les des Yes yes man. Men. Ouais, voilà, pas des mecs qui te disent tout le temps, oui, t'as raison, Benoît, oui, non, 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 Benoît, t'es en train de faire de la merde Ouais, c'est ça. avec une expertise, quelqu'un. C'est pour ça que j'ai pas compris l'absence de Kamel Jemel dans le coin. Kamel Jemel, c'est pas n'importe qui, Kamel Jemel. Là, les gens qui nous regardent, là, si vous ne connaissez pas Kamel Jemel, allez sur YouTube, tapez Kamel Jemel VS. Vous allez voir qui est Kamel Jemel. C'est l'un des meilleurs combattants pied-point qu'on ait dans l'Hexagone, toutes générations confondues. Il Ce a pas mec-là, été respecté, hein. Il a ce pas été mec-là, il respecté a sur les pas réseaux, été notamment. respecté. Ce mec-là, bah oui, les gens, ils ont dit c'est qui, mais parce que vous savez pas qui c'est. Vous êtes des jeunes qui venaient de découvrir les sports de combat.
Ce mec-là, c'est une légende dans le pied-point. C'est pas n'importe qui, Kamel Jemel. Et le fait que BSD l'ait pris dans son camp, l'ait inclus dans son camp, c'est qu'il sait, lui, il sait qui il est. Et j'ai trouvé ça extrêmement irrespectueux de le voir dans les tribunes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Le mec, c'est lui qui, littéralement, qui t'a préparé, vu que Daniel Vorin n'est plus là. Et il se retrouve dans les tribunes. C'est qui le mec qui était avec Guillaume Pelletier? C'est qui ce mec-là? Je ne le connais même pas. Il y avait son coach de JB déjà, de sûr. Il y avait Oui. Savoca. Après, ouais, c'est vrai qu'il y avait des gens d'ailleurs, je ne savais pas du Il tout. y a un mec que je n'ai, tout jusqu'à aujourd'hui, que je n'ai pas identifié. Je ne sais pas qui c'est. Et en attendant, on a Kamel dans les tribunes. Je ne comprends pas ce choix. Pour moi, c'est extrêmement irrespectueux pour la légende qu'il est. Force à lui et on espère que d'autres combattants iront vers lui. Je pense notamment à Oumar Sy pour l'aider à développer son striking et l'adapter à son style de combat. Mais pour en revenir à BSD, c'est bon, je vais lâcher avec Kamel. Pour en revenir à BSD, prends du repos. Fais un pas en arrière. Parce que parfois, c'est mieux de reculer pour mieux sauter. C'est parfois plus intéressant de reculer pour mieux sauter plutôt que de forcer à marcher et trébucher à chaque fois. Reculer pour mieux sauter, moi je pense. D'ailleurs, un match-up qui m'intéresse vraiment pour BSD, les gens n'arrêtent pas de dire oui, il faut lui donner Jalin Turner, etc. Moi, j'aimerais bien le voir contre Drew Dober. Moi, c'est un match-up qui m'intéresse. Drew Dober contre Après une bonne pause alors. Oui, grosse pause. Oui, tu le Parce fais que Dober, ça gagne Ouais, ça les cogne. bagarres aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'intéresse. C'est Un bon game plan état de intelligent combat, alors, avec du sol. Voilà, Ouais. pour moi, Dober, c'est la définition d'un top 15. Pour moi, Dober, il n'est pas top 10, encore moins top 5. Vraiment, c'est top 15, top 20, Drew Dober. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir jauger le niveau de BSD. Parce que Moïcano, factuellement, c'est plutôt top 10. C'est top 15, top 10, on est entre les deux. Bah, Poirier, c'est top 5. Et voir un peu plus bas. Drew Dober, de toute façon, il n'aura pas plus haut. Même bien que les classements n'aient pas été modifié, que BSD est toujours 12e et Moïcano toujours 11e, ce qui est un crime au passage, étant donné le massacre que Moïcano il a perpétré. Pour moi, ça te vaut au moins une ou deux places sans problème, mais bon, c'est l'UFC qui décide. Faut que maintenant BSD il regarde plus devant lui, il faut qu'il regarde derrière lui, voir ce qui se passe. Et, moi, j'ai deux match-ups qui m'intéressent pour lui. C'est vraiment tester sa bagarre entre guillemets avec quelqu'un comme Drew Dober, ou tester ses habilités au sol avec quelqu'un comme Joël Alvarez. Bon. C'est les deux match-ups qui m'intéressent. Non, pour BSD. moi honnêtement, teamer. voilà, moi je lui vois plus un petit combat pour se remettre dans l'ambiance, pour se remettre dans le truc. Moi, je trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de... Hein? Donnez-lui une Nasrat alors, si c'est un petit combat entre guillemets. Ouais, ou un Bobby Green, un truc comme ça. Quelque chose pour se remettre. Attention Bobby Green. Oui, non, mais attention, mais il y a une question d'âge aussi. Bon, oui, voilà, c'est ça. C'est pas la même dynamique. Ouais, c'est pas lui envoyer Joël Alvarez qui a terrassé Brenner, qui est en train de revenir et qui a vraiment montré qu'il a, depuis sa défaite contre Saroukin, il revient vraiment bien. Ou même un Dos Anjos ou un truc comme ça, c'est-à-dire un combat, ça va te remettre dans la cage et tout, mais tu sais que tu risques pas de mourir. Tu vois, contre Akparas, tu vas pas mourir. Akparas, il n'a pas tellement de power. Niveau grappling, c'est pas ouf du tout. Pour moi, c'est un bon combat de retour pour BSD. Akparas, c'est un bon combat de retour. Après, il n'a pas un gros nom. Pardon. Non, j'allais dire qu'Akparas, tu vois, il n'a pas un grand nom. Tu vois, par exemple, un BSD Green, tu peux en faire un main event de Fight Night facilement aux États-Unis. Hein. Moi, je pense qu'il faut laisser un peu Benoît tranquille, il faut lui laisser revenir un petit peu dans l'ombre parce que il a fait une ascension fulgurante. Mais le truc, c'est qu'il est jeune. Il est jeune déjà dans son âge, mais aussi dans sa carrière de combattant. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il combat. Il faut lui laisser le temps d'absorber tout ça. Et il faut aussi qu'il se remette de ses combats. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu sa défaite contre Poirier qui a été non seulement violente, mais en plus liée à beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, beaucoup de tout ça. N'oublions pas qu'il a fait un très très bon premier round contre Poirier. On oublie aussi, ça veut dire qu'il a un potentiel. Voilà, là, cette fois-ci, ça s'est pas vu du tout. Mais voilà, je trouve que les fans de MMA, mais c'est terrible. Contre lui, ça lui crache dessus. Ça. Franchement, il y en a qui n'ont pas de face.
Bon, c'est mon avis. Voilà, ça, il faut aussi qu'il arrive à l'encaisser. Les gens qui parlent sur les réseaux et tout, les gens qui se sont jamais battus, qui vont t'expliquer des trucs sur le niveau de BSD, etc. Donc, compliqué, stylistiquement compliqué, l'entourage compliqué, la dynamique compliquée. On le laisse reprendre un peu son souffle, on lui donne une année de repos, on lui donne un combattant genre doucement, quoi, et on le remet dans le bain. Il faut qu'il se replace, à mon avis. Voilà. En tout cas, ouais, moi je vous assure, les réseaux, les gens qui parlent sur les réseaux, je sais pas vous, mais je peux plus. Déjà, nous, on donne notre avis, donc évidemment, on est dans une propagande pro-français, on est biaisé, évidemment. On soutient Benoît, on soutient tous les autres aussi, on soutient tous les combattants, on est là pour ça. Et on parle, mais on parle, c'est bien, on est bien au chaud là, on est confortablement chez nous, en train de préparer un casque comme Mounir. Mais en tout cas, voilà, c'est bien facile pour nous de parler, quoi. Donc, quitte à le faire, autant le faire avec beaucoup de respect. Quand t'as jamais mis les pieds sur un ring ou t'as jamais mis les pieds dans une cage, tu sais pas de quoi tu parles. Ouais. Tu sais pas de quoi tu parles. T'es là, tu vas dire il est nul ou ceci. Ouais. Mais de quoi vous parlez, les gars? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Comment ça, il est nul? En plus, tu parles du top 15 de l'UFC, quoi. Dans la catégorie, une catégorie de tueurs. Mais qu'est-ce que tu veux? Il est dans la plus grande organisation mondiale de MMA. Il est dans le top 15 de la catégorie la plus dangereuse de l'UFC. Faut se rendre compte que c'est le fait déjà qu'il ait enchaîné autant de victoires, autant de finishes, est vraiment fort. C'est quelqu'un de vraiment fort, Benoît Saint-Denis. C'est juste que j'ai l'impression, c'est ça en fait, TFS, il en parlait dans sa vidéo quand il parlait d'Ares. T'es à 19-1, t'es nul, t'as une défaite, t'es devenu nul. Mais vous êtes malade ou quoi? Il y a un truc. Mais je te dis, c'est le foot, ça. C'est c'est le public du foot qui est arrivé là. Arrêtez. Non, c'est injuste. C'est injuste, vraiment. Et cette façon de vraiment de retourner sa veste, moi ça m'a un peu surpris, quoi. Ça m'a. Enfin, surpris, non, je savais, mais ça m'a un peu choqué. C'est dingue. Voilà. C'est le jeu. C'est comme ça. C'est le jeu. Mais il y a des pays où c'est un peu moins comme ça, j'ai l'impression. Il y a des pays où on est une nation jeune. On est un pays jeune dans le MMA, les gens ne sont pas encore éduqués à 100%. C'est juste, on a beaucoup une fanbase de MMA qui est très récente. C'est celle qui provient du football et qui est incroyablement exigeante, sachant qu'elle ne connaît pas vraiment grand-chose au sport. Et on va devoir faire avec. On va devoir faire avec et espérer qu'il s'auto-éduque avec le temps. Et puis il y a ce truc de la boxe aussi, tu sais, avec les palmarès, on fait bien attention de garder le statut d'invaincu jusqu'à avoir 30-0, etc. Et si en gros en boxe, si tu as 2 défaites une fois que tu es dans le top, en fait, si tu vaux rien, bon. Il y a ce truc-là, et désolé Mounir, mais c'est aussi l'ambiance 29-0 là. C'est aussi ça. Comme beaucoup de gens ont connu le MMA grâce à Conor contre Khabib. Ils ont suivi ensuite Khabib parce qu'il a gagné. Et non, je trouve qu'il y avait une espèce de truc avec ce statut d'invaincu qui est totalement surcoté pour moi. Le meilleur combattant, c'est pas celui qui a jamais perdu, c'est celui qui a montré qui a le plus d'accomplissement, etc. Donc je trouve que c'est assez injuste par rapport à tout ça. Et les nouveaux là, les jeunes, ceux qui sont en train de rentrer dans le game, ils sont en train d'en pâtir parce que ça leur met une pression de fou. Maintenant, on voit même des combattants amateurs qui essaient de protéger leur palmarès. Ils essayent d'avoir 0 défaite en amateur. Mais là, tu dis, en vrai, le palmarès amateur, il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Tu peux avoir n'importe quoi, prends de l'expérience, prends des match-up et tout. Viens pas calculer, essaye de prendre, surtout de te construire en tant que combattant. Et ensuite, on verra chez les pros. Et là, non, même là, on voit des gens qui font des cuttings de ouf en amateur, qui protègent leur truc. D'ailleurs, tu peux en parler, Mathéo, j'imagine que tu connais ça en tant que matchmaker. C'est terrible. Il y a beaucoup de refus ou de pull-out à la dernière minute. Des coachs qui disent non, mais ça sert à rien de faire ce combat. Directement, ils veulent pas se mesurer. Des fois, il y a des moments où ton gars il est en 4-0.
À un moment, bon, il va pas prendre que des gars qui viennent de faire leur début amateur. Donc, faut augmenter l'opposition. Mais ouais, c'est sûr que en amateur, c'est compliqué, hein. Le matchmaking, c'est au niveau de gérer les gens. Enfin, les gens qui s'ils veulent prendre des combats, tout ça, c'est. Pourtant, on est en amateur, hein. Il y a les règles, elles sont faites pour ça, et des protections. À un moment, il faut C'est se ça. tester. Il faut en profiter, tu risques moins de choses. Si tu perds, bon, il y a moins de chances pour que tu ça. aies de gros dégâts sur la santé et tout. C'est plus contrôlé. Profitons-en. C'est ça, faut se tester après, ouais. Après, Il me si tu reste, te dis ça déjà en il me reste amateur, tu vas 1%. pas. Ouais, on va couper, je pense. Mais ouais, comme je disais, D'accord. si tu te limites déjà en amateur, en professionnel, qu'est-ce que ça va être? Donc, Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'était cette petite vidéo récap de ce qui s'est passé à l'UFC Paris. On a eu TFS, qu'on remercie encore d'être passé. C'était très intéressant. On a eu Mounir dans des conditions déplorables, on entend même un petit écho. Ça, faut que tu le saches, j'entends ma voix en écho là actuellement quand tu te mutes pas. Donc voilà. Je me mute, hein. Waouh, c'est bien d'attendre la dernière minute pour faire ça. Non, mais je te mutais jusque-là, je le faisais moi-même. Donc voilà, avec Mounir qui était là, merci d'être passé Mounir, même si les conditions sont ce qu'elles sont, franchement c'est toujours intéressant de De rien, t'entendre. au moins on a répondu à l'appel. Voilà, c'est ça. Mystic Man, merci beaucoup d'être passé, hein, comme d'hab. comme d'hab, hein. Comme d'hab. Voilà, Du bon miel de Fares, on va. c'est ça. Prévola, il va. Donc en tout D'ailleurs, cas, j'espère. Ouais. vrai de vrai, s'il y a moyen d'en avoir, je suis intéressé. Je Bah, pense qu'il je en vais a, il en voir, hein, commercialise je vais ou essayer de pas. voir, je vais essayer de le contacter, hein. C'est chez toi, hein. C'est chez toi, c'est de voir s'il en Mais a. C'est quoi cette je histoire? pense C'est pas quoi qu'il cette histoire? commercialise. C'est quoi cette Ah histoire? bah, il est apiculteur, Fares. C'est vrai? Il a du miel, Ouais. Fares, il fait du miel, bien Je sûr. savais même pas. Ouais, il a son petit terrain en périphérie de Lyon et il cultive du miel. Il a ses petits champs et tout. Ah ouais, je Et savais il a même ses pas. abeilles, il a ses Ouais, abeilles et il fait son propre miel. Incroyable. Ah, les frelons, ils doivent c'est à prendre l'ancienne. cher hein, quand ils arrivent. Ouais. Ah bah des coups de genoux. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, c'est cool, j'ai appris un truc. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Si vous êtes encore là, bah, sachez que, bon, comme j'ai dit, vous êtes fichier S. Désolé. Mais merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas fait. N'hésitez pas à mettre un like aussi. Ça nous fait plaisir, en fait. C'est surtout ça. Ouais, bon. Et on se retrouve très bientôt pour parler d'autres choses et avec des trucs positifs, on espère. Voilà. C'était MMA Propagande et on vous souhaite une bonne soirée. Salut. Et- Salut, bonne soirée.